Messieurs, dames, bonjour déjà. On est très content d'être ici avec vous, à Paris, à la maison pour moi. Je suis né ici. Donc c'est un plaisir de faire ma première masterclass avec ces deux beaux jeunes gens et amis, Pierre et Alexandre. Donc on est content de vous avoir ici. Il y a quelque chose qui est vraiment très très important pour nous aujourd'hui, c'est que vous participiez. Parce qu'on a décidé de faire une masterclass qui va être pour les débutants parce qu'on pense que c'est très 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 important d'avoir les bases. On pense toujours à la théorie et à la technique, mais avant la théorie et la technique, il y a vraiment les bases, et sans les bases, on ne peut rien faire au poker. Donc on voit sur les festivals, sur les free rolls, sur tout ça, on remarque quelques erreurs récurrentes et on s'est dit que quoi de mieux que de faire ça aujourd'hui pour vous aider à avancer, à progresser et à arriver au meilleur niveau. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec cette masterclass qui sont donc les 3 plus grosses erreurs de débutants. On a tous fait ces erreurs et on va commencer. Donc je vais vous présenter un peu la masterclass qui va se passer en plusieurs temps. Donc on va avoir nos 2 intervenants et bien sûr vous. Donc la première erreur, l'erreur numéro 1, qui est de jouer trop de mains. Donc on a forcément une importance de la sélection des mains pré-flop avec le concept de range. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est encore, mais vous allez le découvrir tranquillement. On voit quels sont les paramètres qui sont à prendre en compte dans l'ouverture des spots pré-flop. On a la deuxième erreur, qui est le fait de jouer trop passivement. Donc ça, c'est très très important. Donc pourquoi est-ce qu'on mise au poker? Le concept de value ou de bluff, qui sont donc deux dénominations importantes dans le poker. Et surtout, comment est-ce qu'on prend l'initiative et pourquoi est-ce qu'on prend l'initiative? Après ça, on va avoir la troisième erreur et dernière erreur, qui est le fait de ne regarder que sa main. Donc bien évidemment, on voit une paire de rois, on est très content, tout excité de jouer le coup, mais on ne voit pas tout ce qui se passe à la table. Et ça, c'est vraiment important. Donc il faut être vraiment attentif à l'environnement de la table. Et ensuite de ça, surtout, vous l'avez tous fait, je l'ai fait, il l'a fait, elle l'a fait. On est tombé amoureux de sa main. On voit 2 as, 7, 8, 9, 10, valet, tout à cœur, et on est là avec 2 as de pique, as de pique, as de trèfle, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Eh ben non, on tombe amoureux de sa main, c'est pas bon du tout. Donc ça, c'est très très important. Et voilà, donc on va avoir cette masterclass entière, on va rebondir avec vous, et on va démarrer tout de suite, donc avec l'erreur numéro 1, qui est le fait de jouer trop de mains. Et on va commencer avec notre ami Pierre, qui va nous introduire le concept de range. Donc l'erreur principale, c'est de bien sélectionner ses mains pré-flop. Donc il y a des erreurs qui sont commises pré-flop, et du coup quand tu fais une erreur pré-flop, bah, ça entraîne forcément une erreur post-flop qui va arriver, qui va découler de ton erreur. Si tu es là avec une main avec laquelle tu ne devrais pas être, bah, tu vas finir par faire des erreurs derrière. Donc on va voir notre ami Pierre. Ouais, c'est vrai que maintenant aussi on a des outils qui nous permettent de bien déterminer quels sont les ranges d'ouverture qu'on appelle GTO, c'est-à-dire celles qui vont être déterminées par l'ordinateur. Et ça nous a beaucoup changé de quand on a commencé le poker. Toi, Julien, ça doit faire peut-être 10 10 ans, à peu ans, près, une ouais. dizaine d'années. Mm, mm. Alexandre un peu moins, elle n'a pas connu ce temps-là où on Mais était... pas de range. Ouais, il n'y avait pas de range en fait, c'est-à-dire qu'on disait, ben là les joueurs sont trop serrés, on allait open 9-2 dépareillé, 9-2 dépareillé en premier de parole, ou alors on disait, on représente super beaucoup de force en premier de parole, donc on n'a pas n'importe quoi, c'était un petit peu comme ça à l'intuition. Et maintenant il y a pas mal d'outils qui permettent de déterminer ces ranges avec précision. Je vous conseille honnêtement d'aller jeter un coup d'œil sur le site de Winamax. Il y a des ranges d'ouverture qui sont gratuites, elles sont pour les ultras, vraiment pour les ultra débutants, qui n'ont jamais joué, puisqu'elles vont éviter de jouer post-flop, etc. Mais après, au fur et à mesure, vous allez avoir beaucoup de contenu sur Internet notamment, où vous allez pouvoir avoir des streams et vous allez pouvoir voir avec quelle main est-ce qu'on ouvre et avec quelle main est-ce qu'on 3-bet, etc. Clairement. Toujours des grands concepts qui sont importants. Lorsque vous êtes profond, sans blind deep, on va privilégier des mains qui sont généralement suitées ou qui contiennent 2 grosses cartes. Très important. D'accord? On ne va pas se mettre à ouvrir des mains comme As-9 dépareillé en premier de parole, des choses comme ça. Par contre, les As suités, les Rois suités seront des mains très intéressantes. Je vois très peu d'entre vous, par exemple, se servir des mains comme Roi 8 suité, Roi 7 suité pour ouvrir en milieu de parole ou en début de parole, alors que ce sont des mains qui sont extrêmement intéressantes. De même, les suited connectors seront très intéressants, profonds, mais très peu intéressants lorsque les stacks sont plus resserrés, puisqu'on va beaucoup jouer pré-flop à ces moments-là. Ouais. Donc ce qui est important et ce qu'on va voir maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi une erreur pré-flop peut nous amener à faire des erreurs post-flop. Et donc on va voir Ouais, maintenant... j'aimerais bien juste rebondir sur Bien ce qu'ils sûr, ont dit. vas-y. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne répète pas assez, mais ça paraît logique comme ça, mais il y a 4 streets au poker, c'est le pré-flop, le flop, la turn et la river. Et en Exactement. fait, si vous remarquez bien, vous allez toujours jouer pré-flop. Il n'y a pas une fois où vous n'allez pas avoir les cartes pré-flop.
vous avez couché pré-flop et vous n'allez pas voir le flop des fois, encore moins la turn, encore moins la river. Ce qui fait que mathématiquement parlant, les erreurs qui vous coûtent le plus cher, elles sont pré-flop parce que celles que vous répétez le plus. Donc peu importe le format que vous jouez, j'ajoute un peu une petite pierre à l'édifice pour les expressos, où c'est encore pire parce que vous jouez très 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 souvent pré-flop. Mais pour tous les formats, c'est la même chose. L'argent que vous perdez le plus, les coups qui vous coûtent le plus cher, en fait, vous les jouez aussi pré-flop. Et si on avait une illustration, ça serait un petit peu les fondations de votre maison, quoi. Si vous avez des fondations qui ne sont pas solides, vous allez tout le temps être dans une sorte d'entre-deux après le flop, à pas trop savoir quoi faire. Exactement. Surtout si vous jouez trop de mains, par exemple, vous allez devoir manquer les flops très souvent parce que vous n'avez pas des mains fortes. Et vous allez devoir bluffer ensuite pour gagner les coups. Ça déséquilibre tout votre jeu après le flop et ça va être exploité évidemment par les joueurs qui observent et par les joueurs professionnels après, quoi. Donc vraiment, ouais, ces ranges-là, essayez de les apprendre par cœur, Voilà, c'est à ça. minima de comprendre comment elles fonctionnent. En fait, cette erreur pré-flop va entraîner une erreur au flop, au turn et à la river. Et on va toujours essayer de se dépatouiller du meilleur ou d'une autre parce qu'on se dit merde, mais qu'est-ce que je fais là? Oh non, j'ai troisième paire, mais attends, si j'ai relancé en premier de parole, je dois avoir une meilleure main, donc je vais faire croire que, et on se retrouve à perdre 80 blindes dans un coup, on aurait dû perdre 0 blinde. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment primordial. Et on va avoir un exemple très, très parlant maintenant d'une main que Pierre a jouée d'ailleurs. Et de manière Oui. générale, juste pour conclure sur la théorie là-dessus, il faut aussi bien comprendre que les ranges, c'est une manière d'accéder à la connaissance du préflop. Et en étant certain de ce qu'il faut faire préflop, on a une bonne connaissance, vous connaissez également ce que doivent faire les autres joueurs autour de la table. Donc en fait, ça évite d'être dans des coups où vous ne savez pas quel genre de main vous devez avoir, quel genre de main ont vos adversaires, et en fait, vous êtes totalement perdu dans le post-sol parce que vous ne savez pas ce que vos adversaires peuvent représenter, ce qu'ils ont en main et ce genre de choses. Donc c'est aussi une question pour la confiance en vous, de savoir pré-flop, je sais exactement ce que je dois faire, je ne fais pas d'erreur, et après post-flop, je sais avec quelle main je suis dans ce coup-là et qu'est-ce que je peux faire. Voilà, moi j'ai une petite question pour vous parce que c'est important. On est ici, il est 11h du matin, on est tous honnêtes dès le matin, dimanche, le jour du Seigneur, bien évidemment, il faut faire. Donc j'ai une petite question. J'aimerais vraiment que dans cette salle, lèvent la main les gens qui ont déjà regardé des ranges pré-flop et qui s'en servent ou qui les utilisent. Et vraiment, n'ayez pas honte, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je vais compter. Oh là là, c'est pas mal déjà. Je dirais qu'il y a une bonne partie, une bonne moitié de l'audience qui utilise des ranges. Donc vous voyez cette importance-là et ce concept-là. Donc maintenant, on va voir, quand on n'utilise pas ces ranges, après il faut voir si les ranges sont bonnes aussi. Vous les cherchez sur Internet, vous regardez sur Winamax, les ranges de Pierre, qui sont gratuites d'ailleurs, et super bien faites. Attention, c'est des ranges pour ultra débutants. Mais Ben, on est là ici, tous en train de débuter. Donc voilà. Donc vas-y Pierre, on voudrait bien voir cette petite main qui s'est passée. Allons-y. c'est pas Alors. la Winamax Series, il me semble, celle-ci. Winamax Series, allez, Il me on te semble, laisse ouais. nous raconter tout ça. Ok, ouais. Winamax Series du Six Max, un buy-in quand même qui est considéré comme assez haut puisque c'est le 125 € 5 million event et nous sommes au day 1 et nous sommes tous très profonds et là tout de suite on peut voir quelque chose, c'est un open de ce joueur là, Aston DB9 et on va voir après avec quelle main il a ouvert et vous pouvez voir qu'on est sans blind deep. Est-ce que quelqu'un voudrait me dire avec quelle main il ouvrirait à la place d'Aston DB9? N'hésitez pas à lever la main. Levez la main si vous avez une Quel question. range, quel type de main il pourrait avoir? Donc son éventail de mains. Est-ce qu'on peut dire qu'il ouvre des paires, qu'il ouvre des gros as? Allez-y, monsieur, juste devant. Alors, dites-nous pas, le but c'est pas de dénombrer les mains, le but c'est de dire quel type de main Voilà. on ouvre. Bah, classique, des grosses paires, As, Roi. Alors vous êtes une barre de fer, ça. Nous avons une serrure max, monsieur, venez Vous jouer foutez avec les nous dames tous les par jours. exemple. Un deuxième intervenant. Vu que les stacks sont assez deep, un peu plus, donc probablement suité jusqu'à 6 et bah, beaucoup moins sur les off-suite. Mais... Ok. Est-ce qu'on a des Broadway aussi? Vous openez quoi, pardon, comme As offsuit? Les As off-suite jusqu'à As-Valet peut-être. C'est pas si mal. C'est pas si mal, en sachant qu'on est 6 max, donc Ouais, on c'est est pas all si jack. mal, ouais. Ok. Alors, c'est tout ce qu'on a dit. C'est en gros, évidemment, paire d'As, paire de Roi, ça c'est assez facile. Quand on est très profond, il y a une autre petite chose qui est importante, en fait, c'est qu'il est KO couvert. Il est couvert par les 3 autres joueurs. Et que ça va l'inciter, en fait, à ouvrir moins de cartes off-suit et plus de cartes suitées. Ça, c'est vraiment du high level, enfin, comment dire, mais là, en gros, ça sera tous les as suités. Je pense que quelque chose comme en GTO, ça va être quelque chose comme Roi 6 suité plus et As 10 offsuit plus. Et après, sur les suited connectors, il va open des mains comme 8-9 suité, 6-7 suité, 7-8 suité. Attention, c'est des mains qui vont perdre en valeur s'ils étaient 30 blind deep, 40 blind deep, 50 blind deep, etc. Bien évidemment. Donc vous voyez que c'est quand même une range qui est assez serrée. Et là, on va voir qu'il n'a pas du tout respecté ça. Et on va dérouler la main tranquillement. Donc ici, paire de 10. Intéressant de voir aussi avec peut-être quelle main on squeezerait ici. Oui, c'est important de voir avec quelle main on a envie de sur-relancer.
quelle main on a envie de prendre de la valeur, de la value, de la valorisation sur ces joueurs-là et sur les mains qui sont Ouais. relancées. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez aussi avec quelle main vous surrelanciez ici à ma place au bouton. Exactement. Est-ce que vous avez envie de payer avec paire de 10 ici pour essayer de faire brelan, tout simplement? C'est une envie qu'on peut avoir et qui est compréhensible. Ou est-ce que vous avez envie de surrelancer et à partir de quel type de main vous voulez surrelancer? Franchement, lancez-vous, il n'y a pas de bonne Il n'y a ou de pas de mauvaise honte, il réponse. n'y a pas de mauvaise réponse. On ferait tous différemment. Monsieur, je vous vois. Vous n'avez pas levé la main, mais vous avez envie de le dire. Oui, oui, oui. Il arrive tout de Il suite. arrive. Regardez le runner. Cours, 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 cours. C'est pas Voilà. ce- C'est la séance de sport D'accord. hebdomadaire de Bart. Dites-nous tout. Moi, je dirais à partir de paire de 10. Ok. Après, pour les off-switch, je dirais à partir de As. Je ne sais même pas si As-Dame, on le ferait. C'est vous qui décidez ce que Ouais. vous sentez. Dites-nous Moi, je ce pense que que vous je dirais, feriez. je Dites-nous dirais- ce que vous je feriez, dirais c'est ça. As-Valet suité plus, Ok. Roi-Dame suité plus, peut-être. Ok. Paire de 10. Et en off, je dirais As-Roi. Ok. Et je pense qu'on peut aussi flat avec les 10. C'est Et une en bluff possibilité. Et ouais, c'est vrai que c'est mixé. Mais, ouais. C'est vrai. Ouais. Mais c'est Euh, Pierre, donc c'est pas une possibilité avec Pierre. Non, je rigole. Non, et c'est là où aussi vous allez voir que c'est un joueur que j'avais catégorisé comme ouvrant trop de mains. Et que du coup, en fait, plus notre adversaire ouvre de mains, en plus en étant KO couvert, plus on va le punir en 3 bêtant de manière Ça, on y large. reviendra un peu C'est-à-dire plus que, tard dans le- ouais, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est très important aussi de s'adapter. Et comment on fait, c'est que cette paire de 10 qu'on pourrait payer ou qu'on pourrait surrelancer, on va la surrelancer tout le temps pour punir les joueurs qui Exactement. sont trop larges pré-flop. Ici, c'est intéressant. On est sans blind deep. On va toujours privilégier pour nos bluffs des mains qui ont de la jouabilité. Donc ça va toujours être des mains comme Valet 10 suité, Valet 9 suité, Dame 9 suité, des mains comme ça qui font folder mieux. Ça va faire folder As-Valet chez nos adversaires, ça va faire folder As-10 dépareillé, etc. Et après en value, je pense même pas que Roi-Dame suité, honnêtement, ça soit dedans parce qu'on a trop envie de la jouer post-flop, mais plutôt quelque chose comme As-Dame plus en valorisation. L'important là, c'est de voir vraiment. Ah, on a une question. On t'écoute. Du coup, t'expliquais qu'en bluff, tu prenais Dame 9 suité, Valet 10 suité. Pourquoi est-ce que t'as pas dit, par exemple, As-5 suité, vu qu'on a un bloqueur sur ses meilleures mains? Aussi. On peut le prendre aussi, Ouais, ouais, ok. tu peux le prendre aussi. En fait, ça va être différent parce que là, au bouton, tu as la position sur tous les joueurs. Donc en fait, tu vas plus 3 bêtes au cut-off qu'au bouton. Puisqu'en fait, là, comme tu as la position, tu as plein de mains comme Roi-Dame suité qui vont pouvoir call tranquillement et qui Exactement. risquent pas de se faire Et squeeze tu par le garderas la position et tu te retrouveras une Voilà. situation délicate où quelqu'un peut Voilà. surrelancer et tu dis. Et bon, en qu'est-ce qu'on fait, fait maintenant là, on va plus utiliser, je pense, As6, As7, As8 suité, qui ont moins de jouabilité post-flop que As5 suité, et du As2, As3, As4. Tout ça, évidemment, ça va être mixé 50-50 ou mixé un quart. Et ce que vous faites généralement, c'est que quand c'est des combinaisons comme ça suitées et qui doivent être parfois payées, parfois relancées, vous prenez une couleur. Donc par exemple, ça peut être, vous dites, moi ma couleur agressive c'est le trèfle, et quand vous avez cette combinaison là trèfle, vous la relancez, sinon vous payez. Après, je pense que là, on commence à rentrer un peu trop loin. L'important, c'est vraiment, voilà, là, on est sur cette base-là. On a décidé de relancer et on se retrouve dans la situation où, qu'est-ce qui se passe derrière? Très intéressant, c'est par exemple si vous avez une main comme As-10 dépareillé, As-Valet dépareillé, Roi-Dame dépareillé, il faut folder sur le squeeze. C'est Voilà. c'est très important. C'est des choses qui, à 10 ans, on ne faisait absolument pas. On avait Roi-Dame, on pensait que c'était le nuts, on avait As-Valet. Mais non. On a une petite Je question crois qu'on encore a une question. Ouais. Oui, moi j'aurais voulu savoir combien de mains il vous faut en fait pour catégoriser les joueurs. Parfois une. Par exemple, là, vous allez voir le showdown une seule fois, et vous allez pouvoir déjà catégoriser le mec comme étant trop large dans ses ouvertures. En Vous allez fait, voir. une erreur significative comme celle-là nous permet de catégoriser, mais on essaye tout de même d'avoir un éventail de mains qui nous permet de dire ah ok, on cible et on catégorise parce que là, clairement, cette erreur-là fait qu'on va dire quelque chose. Mais il peut y avoir des erreurs un peu plus médianes ou alors il peut avoir lui une adaptation qui fait que on va toujours prendre des pincettes et pas directement se dire ah lui il est nul, lui c'est un récréatif ou lui il va faire n'importe quoi. Et je pense que c'est vraiment important de toujours prendre un peu de recul sur ça quand même. Quand même, avoir la main, on va pouvoir se dire quand même qu'il n'est pas très bon. Donc en tout cas là il a décidé de payer et le joueur derrière décide de passer. Donc on se retrouve en tête à tête. Ouais. Et là, après, le post-flop est un petit peu, on va dire, folklorique. On va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais on va pouvoir mettre le showdown. Puisque ce qui nous intéresse, c'est le post-flop. Et je sentais que... Voilà, c'était As-4 dépareillé, une main qui ne devait absolument pas ouvrir sans blind deep, encore moins payer le 3 bet avec. Et après, au flop, il s'est retrouvé à faire une action complètement folle. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à investir 100 big blinds sur un 125 € avec simplement As, 4 et la turn.
Et non, le 10 à la rivière. Mais voilà, c'est pour vous dire, soyez précis quand même sur vos ranges préflop. Là, c'est dommage. Il a joué un super beau tournoi, il s'est envoyé en l'air. Comme tu le disais, Julien, un coup, il devait perdre combien de blindes? 0. 0. Et il se retrouve à perdre 100 blindes. Et donc, Pierre est très content parce qu'il a gagné le KO. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que bah voilà, c'est truqué. Pierre a toujours te chaté à river comme d'habitude. C'est ça le principal dans ce coup. Non, mais vraiment, vous voyez, il se retrouve avec une main qui ne doit jamais être là. Et en plus de ça, vous vous rendez compte qu'il décide de miser lui-même au flop sur un flop qui ne l'avantage pas du Parce tout. qu'il veut rattraper son truc. Il veut rattraper son erreur. En fait, c'est comme si tu glisses quelque part, tu dis oh merde, je me rattrape, bah non, je reglisse, et bah tu finis par tomber. Et voilà, et résultat des courses, bah où est-ce que t'es? À rebuy. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, Pierre était très content à l'instant T en tout cas. J'étais très heureux. Et voilà, on va continuer parce que voilà, là on a vu une erreur pré-flop d'un relanceur, quelqu'un qui relance et qui fait une erreur de relancer et il se retrouve dans un coup compliqué. Et maintenant, on va voir aussi, il faut faire attention au range de call parce que quand il y a une relance, on doit payer avec certains types de mains, mais pas n'importe lesquels. Et donc Alexandre va nous expliquer un peu ce qu'elle en pense. Donc là, le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on en revient encore au range, parce que vous devez connaître vos ranges d'ouverture, mais vous devez aussi savoir quoi faire dans le cas où vous avez un adversaire qui open avant vous, dans le cas où un adversaire open un autre 3 bêtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une main, vous devez savoir quoi faire quand vous êtes le premier à parler, mais aussi quand certains joueurs ont parlé avant vous. Bien qu'il y a des choses qui soient vraiment très intuitives, je pense qu'il y a plein de situations où vous dites je sais qu'un joueur a relancé avant moi, j'ai pas envie de m'engager dans le coup avec 4-3 off au bouton. Il y a des situations qui sont un peu plus compliquées et on va voir que c'est exactement le même principe et que des fois vous vous retrouvez dans des coups assez compliqués face à des joueurs parce que tout simplement les mains que vous essayez de call face à eux et vous vous retrouvez forcément dans un coup face à eux font que vous vous retrouvez dans des situations qui sont très compliquées. On va voir du coup directement une autre main. Donc c'est donc Pierre qui décide d'ouvrir ici avec une main qui est totalement classique, qu'on joue tout le temps, au roi valet dépareillé au hijack. Il se fait flat au bouton, donc a priori encore rien d'anormal, on n'a pas encore vu de showdown. Donc il se retrouve dans un coup où il est hors de position face au joueur au bouton, il trouve top pair, il trouve backdoor cooler, donc c'est un flop qui est très avantageux pour lui. On a 3 joueurs dans le coup, ce qui est important aussi. Oui, pardon, il y a la grosse blinde qui a défendu. Oui. Bébé dans le coup également. Faut savoir qu'ici, donc Pierre connaît ses cartes, évidemment. Les autres joueurs ont aussi des ranges. Pierre est les yeux fermés, il ne regarde pas ses cartes et il clique. Voilà. Mais là où je vais rebondir, c'est que comme je disais tout à l'heure, Pierre ne connaît pas les cartes des autres joueurs, mais en imaginant qu'ils ont des ranges normales, il est censé avoir une idée de ce qu'eux ont dans leur range et jouer en fonction de ça. Donc lui, il a évidemment un flop très avantageux, mais les autres joueurs, en particulier Bouton, a aussi dans sa range plusieurs valets. Bon, ici, il a souvent le valet le plus fort, parce que As-Valet peut être relancé au bouton. Donc il a aussi des flush draws, il a des mains qui sont fortes. Il a aussi des 3, paire de 7, bien évidemment. Donc de manière générale, il peut manager qu'il a des mains fortes, mais pour autant, il se trouve quand même en bonne position sur ce flop. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc il va décider de check ici. Et Bouton va décider de bet mi-pot sur ce flop. On a une relance de Pierre qui est plus ou moins... Oui. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je pense que dans l'audience, et j'aimerais d'ailleurs que vous leviez la main, s'il vous plaît, qui est-ce qui aurait misé au flop? Qui est-ce qui aurait misé au flop avec cette main-là? Levez la main, ceux qui veulent miser au flop. Levez la main, levez la main, levez la main. On va dire qu'il y a un petit 35% de gens qui veulent miser au flop. Et donc le reste relance ou le reste fold directement? Pardon, j'étais obligé pour celle-là. Bref, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir que ça peut être, comme on dirait, mixé. Il y a des possibilités de checker, il y a des possibilités de miser. Donc Pierre l'a fait pour une certaine raison, et Alexandre peut nous expliquer et va enchaîner derrière. Alors voilà, ça peut être mixé. Il y a plein de raisons qui font qu'on a aussi envie de check raise sur ce flop qu'on a fait Pierre, parce qu'en fait, en fonction de la range qu'on imagine de Bouton, comme on disait, qu'il lui aussi a des mains fortes, lui aussi a des mains qui veulent commencer à bluff, et ici qu'on les bloque pas. Bouton a une range de bets qui est assez conséquente, et du coup, il y a énormément de mains avec lesquelles on a envie de check pour relancer après et commencer à prendre de la value. Ouais, c'est intéressant parce que ça illustre aussi le fait que observer les joueurs, donc là on voit qu'il a déjà perdu la moitié de son stack, plus ou moins le mec, et qu'en fait il faisait absolument n'importe quoi, et que du coup je l'avais catégorisé comme une méga calling station qui jouait beaucoup trop de mains, donc il allait pouvoir tout mettre avec un 3, qu'il allait pouvoir tout mettre avec un 7. Si j'étais contre un joueur régulier, honnêtement j'aurais joué cette main de manière beaucoup, même peut-être plus passive, en essayant d'investir moins, parce que là en fait si on joue contre un bon joueur, cette taille de mise là, elle va le faire jouer parfaitement, c'est-à-dire qu'il va continuer avec As-Valet, il va continuer avec les brelans. Exactement. Et finalement, elle n'accomplit rien. On ferait mieux de miser plutôt quelque chose comme la moitié du pot pour pouvoir faire tapis river tranquillement et le laisser avec une main comme valet 8 de carreau, des choses comme ça. En fait, ce qui est important, là, on ne cherche pas à déterminer si le play de Pierre est intéressant ou pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Là, on est dans le principe, le principal exactement, c'est
quel type de main vont miser chez cette personne et on veut vous montrer du coup que son erreur l'amène à arriver ici et à perdre un énorme coup parce qu'il ne doit pas être là en fait. Voilà. Comment ça s'est joué? Ça c'est son Exactement. adaptation personnelle par rapport au profil, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans la masterclass. Mais vraiment le primordial, c'est ce que nous a dit Alexandre, c'est quel type de main peut avoir le monsieur. Et on peut avoir, comme disait Alexandre, des brelans, des meilleurs valets, mais tout un autre éventail de mains. Et on arrive donc à ce showdown. Ouais, voilà, et c'est pour vous dire que comme il peut avoir 7 et 8, effectivement, comme disait Julien, comme il peut avoir 7 et 8 ici, dans ce coup-là, moi, ça m'a donné finalement une manière très très facile et très très efficace de le punir directement. Et là, il se retrouve aussi à perdre tout son stack, me donner son bounty de 228 € quand même. C'est un truc de fin, c'est avec une main aussi médiocre que 7 et 8 dépareillés. Et c'est absolument, comment dire, une main qui ne devait absolument pas être jouée à n'importe quelle position. On continue avec le dimanche. J'aimerais bien que les gens dans la salle soient honnêtes, bien évidemment, comme toujours. Je ne vais pas le répéter tout le temps, mais c'est très très important. Est-ce que quelques-uns d'entre vous auraient payé 7 et 8 préflop au bouton dans cette situation-là? Levez la main ceux qui le feraient. Allez-y, allez-y, continuez. 1, 2. Ok, vous êtes que 2. Mais on n'est pas là pour vous blâmer, justement. On est là pour vous faire progresser. C'est ça qui est vraiment primordial. Et bravo d'avoir l'honnêteté de le dire. Vous aurez un ticket à 250. Non, c'est une blague, pardon. Je rigole. Mais vous pourrez jouer contre Pierre un jour. Non, mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de le dire parce qu'on est là pour progresser. Et au poker, si on n'admet pas nos erreurs, on n'avancera jamais. Et on est tous passés par là. Donc bravo à vous deux de l'avoir dit. Et on espère que vous ferez plus cette erreur du coup. Donc clairement, pour résumer, c'est comme on a vu dans la main juste avant. Une erreur pré-flop nous amène à faire une erreur au flop, puis au turn, et on finit par payer et à perdre tout son tapis dans un coup où on devrait perdre quoi? Zéro blinde. Et en plus, le problème, c'est que quand on commence à payer ses mains, il n'y a pas de bonne solution en fait. C'est-à-dire que même quand on On s'en sort pas. Ouais, En fait, à moins d'avoir un flop 8-7-7, vous n'allez pas Ouais. vous en sortir. En fait, c'est Parce ça qui est compliqué. Ouais. En fait, il suffit d'une fois que You First est ici, il trouve une paire et voilà, il aurait fallu qu'il trouve brelan, parce que sinon c'est vraiment Oui, compliqué. et Mais vous même allez sur dire, la 9-10 dernière valets, fois, ouais. j'avais 8 et 7, le flop il est venu 4, 5, 6, il avait brelan de 6 et je lui ai pris tout son tapis. Oui, c'est arrivé une fois sur les 254 fois, vous avez fait cette erreur et vous avez perdu 50 blindes, 100 blindes. Pour la fois, vous avez gagné une fois 30 blindes ou 40 blindes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important de vous mettre ça dans le crâne. Vous l'écrivez sur un post-it. On ne paye pas des mains mauvaises pré-flop, post-flop. On regarde ses ranges et ça, c'est vraiment, vraiment primordial. En fait, maintenant, on a les paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce qui fait qu'on va jouer tel type de main et pourquoi? Donc, on va commencer par un concept important, c'est la position à table. Est-ce que déjà dans l'audience, vous savez quelles sont les positions à table? Est-ce que vous pouvez nommer les positions à table? Oui. Levez la main ceux qui peuvent nommer les positions à table. Bien. Ah, voilà, on continue. Non mais on attendez, continue. vous êtes plus à pouvoir nommer les positions à table, UTG, UTG1, UTG, milieu de bouton, parole, cut-off. cut-off. N'hésitez pas ceux qui ne le peuvent pas. Donc en gros, on est sur la moitié de l'audience. Donc vous Ouais, voyez, c'est c'est important, hyper ça. important. Donc j'aimerais que quelqu'un de vous deux nous parle de la position, celui qui veut. Allez-y, vous battez pas. Bon, je peux le faire si tu veux, hein. tu viens Ok. de parler. Vas-y. Alors, vas-y. Moi, je le laisse faire. Hein, il Non, travaille, c'est important. En fait, en gros, toujours, on va vous donner ici les grandes logiques à comprendre. Après, il faudra que vous fassiez un travail plus approfondi par vous-même, puisqu'on n'a que 1h30, 2 heures. Mais plus on est en premier de parole, il va falloir être extrêmement sélectif et avoir des mains qui jouent extrêmement bien à plusieurs joueurs aussi. Donc, les As suités, les Rois suités, les Broadway suités, c'est-à-dire 2 cartes au-dessus du 10 de la même couleur et des cartes très connectées de la même couleur. Voilà. Alors qu'au bouton, là où vous avez la position plus 2 mains qui ont investi de l'argent, les blindes sans voir leurs cartes, évidemment, là vous allez commencer à jouer de manière extrêmement large. Tous les rois, Dame 7 off plus, tous les As-X dépareillés, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait, la force des mains est complètement relative à la selon la position. position. C'est ça. Là, il parle de l'initiative de la relance. Quand on prend l'initiative de la relance selon la position à laquelle on est, et pareil, quand on va décider de payer pré-flop une relance, ça va être selon la position. Et pourquoi on a plus envie de payer ou de relancer quand on est plus près du bouton? C'est qu'il y a moins de joueurs à parler derrière, donc moins de possibilités qu'ils aient une main forte et nous mettre dans une situation indélicate. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très important, cette force-là. Tout à fait. Par exemple, vous êtes un joueur va relancer un premier de parole, vous êtes 10 à table et vous êtes second à parler. Vous allez devoir être extrêmement sélectif sur vos mains. Voilà, On va premier de folder parole direct, qui ouais. relance, on va donner un exemple. Vous êtes deuxième de parole avec Roi-Valet. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'il y en a qui payent? Ceux qui payent lèvent la main, s'il vous plaît. Relance et vous avez Roi-Valet juste après. Revalet N'hésitez pas. dépareillé. Quoi? Revalet dépareillé, je Oui, précise. Roi-Valet dépareillé, bien évidemment. Est-ce que quelqu'un... N'hésitez pas. Alors, personne ne paye Roi-Valet là. Vous allez me dire que vous avez Roi-Valet. Premier de parole, il relance. Et le deuxième juste derrière, vous avez Roi-Valet. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie de payer pour voir le flop? Ou vous passez tous? Vous passez tous. Monsieur paye, monsieur paye, monsieur paye. Ah voilà, 4, 5, allez-y, on paye, on a envie de payer, non?
Voilà, c'est bien. Vous n'êtes pas beaucoup à payer. C'est une main on n'a pas envie de payer parce qu'on est dominé par ses relances. C'est-à-dire que le premier va relancer certainement As-Roi, Roi-Dame, et on se retrouve dans une situation difficile quand on voit un flop Auteur-Valet ou Auteur-Roi, on est dominé. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et il y a cette encore 8 position-là. mecs derrière aussi qui peuvent avoir une main plus forte, donc exactement. c'est Ça, terrible quoi. c'est Même très As-Valet important. dépareillé, vous devez la folder en vrai. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'écartent beaucoup de ça. Et autre chose qui est important avec la position, pourquoi est-ce qu'on parle de position à table? C'est qu'aussi, quand on est dernier de parole, c'est-à-dire qu'au bouton, on a relancé pré-flop ou alors on a payé pré-flop avec une main qu'on doit payer, quand on se retrouve au flop et qu'on voit le flop, on a l'information de ce que font les joueurs en premier. Parce que le premier va biser ou il va checker. Donc déjà, c'est une information pour nous qui va nous permettre, nous, de bluffer, de valoriser notre main ou d'estimer quel type de main il peut avoir et avec quel type de main il ferait quoi. Et c'est ça qui est primordial. Ce pourquoi on aime avoir la position à ce jeu. Si on pouvait avoir le bouton dans la poche tous les jours, on gagnerait tous les tournois, quoi. Enfin, ce serait une grande facilité et une plus grande faculté pour nous, vous êtes d'accord? Voilà. Ah, tu serais pas mal, ouais. Ça serait pas mal. Donc ça, c'est vraiment important, la position à table. Deuxième chose à vraiment bien regarder, c'est la profondeur des tapis. On ne va pas jouer de la même manière si on a 100 blindes que si on a 10 blindes. Et Alexandre va aller un petit peu plus en détail là-dedans. Juste pour revenir sur la position, parce qu'on on peut aussi revenir sur la raison pour laquelle, quand on est dans les blindes, en particulier bébé, pourquoi on joue beaucoup plus de mains que quand on est les premiers à parler. Donc, Parfait, en particulier parce que, comme disait Julien, pour rebondir, on est le dernier à parler, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à parler derrière nous, il n'y a pas de risque qu'on se fasse 3 bêtes derrière, mais aussi parce qu'on a déjà investi de l'argent. Donc, ça nous coûte moins cher d'avoir un flop par rapport aux joueurs qui doivent payer sans avoir investi de l'argent en étant les premiers de parole, ce qui fait que bébé en fait est le joueur à table qui va pouvoir compléter et pouvoir aller voir plus de flops en fonction bien sûr des actions qui sont passées Exactement, avant. les actions avant sont Pas importantes. quand il y a eu des relances et ce genre de choses. Mais attention, il faut quand même pas compléter avec n'importe quelle carte. Ça, c'était un truc qu'on faisait beaucoup il y a 10 ans. Bien On évidemment. complétait avec 10 On de peut y- dépareillé parce qu'on disait il y a une blinde à rajouter. Non, En non, fait, non, non, non. comme on n'a pas la position, ça va être très difficile d'aller faire des fortes mains, etc. Donc en fait, il faut être modérément sélectif. j'ai envie de L'idée à dire. retenir, c'est qu'on peut jouer plus Ouais, de bien mains sûr. que nos autres adversaires autour de la Bien table. sûr, bien sûr. Mais Mais encore de une toute fois, il n'y a aucun joueur autour de la table qui, de manière générale, va jouer 100% de sa range, peu importe la position. Ça On ne n'existe sait pas. pas, c'est ce qu'il ne faut pas faire. en De tout manière cas. générale. Ce pourquoi il y a Mais les ranges et dans c'est le- primordial d'aller regarder Dans le ces poker ranges. amateur, il y a beaucoup de gens qui Oui. vont être soit beaucoup trop serrés, soit dire bah, j'ai une blinde à rajouter, je regarde sans regarder mes cartes. Donc ça, c'est vraiment, il faut être Juste essayer milieu. de se documenter là-dessus parce que ça va être C'est sûr. une énorme force par rapport à la concurrence que vous allez affronter sur les tournois associatifs, je pense. De nos jours, c'est vraiment très compliqué de gagner au poker si on ne travaille pas un minimum, on n'a pas un minimum de connaissances, alors qu'on pouvait faire ça il y a 10 ans et gagner au poker parce que personne n'avait ces connaissances-là. Il n'y avait pas de solver, il n'y avait pas de range. On était tous là avec nos 2 cartes et nos jetons. Ah, je savais même pas que j'avais 100 blindes en fait. On comptait presque même pas nos blindes. Enfin, moi, à une époque, je me rappelle quand j'ai démarré, je jouais au poker, je voyais 2 cartes et je faisais ce que je voulais avec, quoi. Et là, c'est complètement différent et c'est comme ça et c'est ce vers quoi on veut aller pour progresser et gagner. Donc maintenant, on va parler de la profondeur effective des tapis qui est vraiment aussi Alors importante. voilà, c'est le deuxième paramètre à prendre en compte parce que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on pense pas assez, mais on ne joue pas de la même façon quand on a 100 blindes, quand on a 20 blindes. Du coup, il y a des mains qui sont très intéressantes à jouer, à ouvrir 100 blindes, à relancer 100 blindes, à compléter 100 blindes, qui ne sont plus du tout 20 blindes effectives. Tout simplement parce que votre tapis est plus petit, vous prenez plus de risques, parce qu'en fait, si vous jouez un coup pré-flop qui se passe mal, vous perdez vos jetons directement. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles les mains avec lesquelles vous allez jouer vont changer en fonction de la profondeur de votre tapis. Quand vous avez 100 blindes et que tous les autres joueurs autour de la table en ont 20, vous ne jouez pas comme si vous aviez 100 blindes, mais bien parce que vous jouez le tapis de vos adversaires et donc vous jouez vraiment effectif. Donc c'est vraiment l'effectif. Elle a raison, Voilà. c'est ça qui est primordial. Le tapis effectif, c'est celui qui a le plus petit tapis, donc on considère qu'on peut perdre maximum ce stack-là. Si vous avez 100 blindes et qu'ils ont 2 à table avec 25 blindes, vous ne pouvez pas perdre les 75 blindes supplémentaires. Donc en fait, on considère que c'est 25 blindes qu'on joue en fait. Est-ce que vous voyez un peu ce concept-là, vous comprenez ? Oui, très bien, merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à une table et qu'on est assis ? On commence par regarder les tapis de tout le monde. Il faut vraiment avoir cette connaissance-là et pouvoir se dire ah bah tiens, lui en big blind il a 15 blindes, donc je vais pas relancer de la même manière parce que il peut me faire tapis ou parce que voilà, il va avoir des mains qui sont plus chiantes à jouer pour nous, parce qu'on va se retrouver dans le cas où tous les jetons vont souvent partir au milieu. Et donc qu'est-ce qu'on veut dans ce cas-là ? On veut souvent avoir une main forte. Quand on a peu de jetons, on a envie d'avoir une main forte pour pouvoir doubler. On va pas relancer une main moyenne parce qu'on se dit bah si on trouve une middle pair, on va peut-être perdre et être éliminé du tournoi parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on ne doit pas être en fait. Et c'est toujours la même chose. Quand on est à un endroit où on ne doit pas être, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre à la maison. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important à comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que voilà, on parle, c'est un peu technique, c'est un peu théorique. Vraiment, prenez la parole, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Donc, un autre concept très, 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 très important, Pierre en a un petit peu parlé tout à l'heure, Alexandre aussi, les profils adverses.
On ne va pas jouer de la même manière selon le profil qu'on a à table. Pour le coup, une de mes plus grandes qualités au poker, si je peux me permettre, c'est d'observer les joueurs, d'analyser les joueurs et de remarquer quel type de joueur on a en face. Donc, pour moi, c'est très intéressant de voir un joueur qui va être très agressif, un joueur qui va être un peu timide, qui va se dire « Ouh là là, j'ai peur de sauter », qui va être très précautionneux, faire attention à ses jetons. Donc, on va pouvoir exploiter ça. Et ça, avec l'expérience, le fait d'être assis à une table et de jouer régulièrement, vous vous retrouvez à connaître un peu les profils de joueurs. Un joueur tight, ce qu'on appelle tight, c'est assez serré. Un joueur agressif, un joueur loose agressif qui va jouer beaucoup de mains. Un joueur qui va être calling station, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il relance et que vous surrelancez, qu'est-ce qu'il fait? Il paye. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. On va vouloir avoir moins tendance à bluffer un joueur qui va toujours nous payer. On va se dire, ah merde, là je me retrouve avec une main moyenne, il faut que je le bluffe. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, payer. Ah merde, je savais qu'il allait me payer. Putain, pourquoi est-ce que je l'ai bluffé? Et ça arrive à tout le monde. Et ça, c'est très 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 important. Est-ce que vous, dans cette salle, vous faites attention à qui vous jouez, contre qui vous jouez? Est-ce que vous prenez vraiment ce temps de se dire, voilà, il y a des clichés, il y a des gens qui vont dire, ah c'est une femme, elle va être super tight. Moi, je connais des filles qui sont super agressives, attention, je pointe Ne personne du l'écoutez doigt. pas, je suis très passive. Vous pouvez ouvrir Elle le est très sur ma plainte. passive, oui. Allez-y, continue. Elle se crée une image. Vous voyez, c'est très important ce qu'elle vient de faire à l'instant. Elle essaye de se créer une image. Non, moi je relance jamais, je fais rien. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, elle va jamais me relancer, alors qu'au final, elle va beaucoup vous bluffer. Donc l'image que vous voulez donner aux autres, l'image que vous percevez de l'autre, c'est primordial au poker. Moi, je dirais que c'est vraiment top 3 de ce qui est important au poker. C'est d'ailleurs pourquoi on est dans ces erreurs-là. Et on joue trop de mains parce qu'on ne cerne pas nos profils adverses. Et puis il n'y a pas que ça, il y a un mec qui vient de perdre un gros coup. Il vient de perdre 2 rois contre 2 valets. Il est complètement tilté. Et là, on a As5 au bouton, qui a une relance normale. On se dit, ah ça va, je relance As5, je relance. Sauf qu'il a 20 blindes en grosse blinde. Lui, il va trouver roi 8, il va faire tapis. Et qu'est-ce qu'on va faire? Payer. Dans cette hypothèse-là, voilà. Mais C'est Pierre qui parle. est-ce qu'on a envie d'aller payer pour jouer 20 blindes alors qu'on est un joueur un petit peu conservateur? En fait, il faut prendre en considération l'état émotionnel des joueurs, le profil des joueurs et ce qui s'est passé à table avant. Du coup, si vous êtes là comme ça tranquille, ah ouais, je suis sur Facebook en toute détente, ah ouais, on n'a même pas vu ce qui s'est passé avant. Ça se trouve, le mec, là, il vient de s'engueuler avec sa femme sur son téléphone et la dernière des choses qu'il a envie de faire, c'est faire tapis et rentrer tout de suite, tu vois. Et ça, c'est primordial de s'en rendre compte. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez autre Non, chose je à pense dire. qu'il vient de s'engueuler avec sa femme, il va plutôt jouer tight pour pas rentrer. Pour pas rentrer, ok. Ça m'arrive On souvent. prend des considérations qui sont très techniques et très psychologiques. On demande un appel à Delphine à la maison, s'il vous plaît. Oui, Delphine, la femme de Pierre. Donc Pierre a une petite fille. Oui, Delphine? Oui, pas de souci. Alors, non, mais c'est vraiment important de se rendre compte de ces choses-là. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter Absolument, sur non, je suis ça. tout à fait d'accord avec lui. Je pense que globalement, on en revient toujours au même concept, c'est qu'il faut absolument savoir où est-ce que vous mettez les pieds à chaque fois que vous faites une action. C'est-à-dire que vous devez être capable de vous dire, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, pas 1, pas 2, pas 3, mais c'est un ensemble de paramètres. Et en fait, c'est comme faire un puzzle, c'est-à-dire qu'on a plusieurs pièces en main Clairement. et il faut les assembler pour trouver la bonne réponse, pour trouver la bonne figure. Et cette capacité à pouvoir comprendre les profils qui sont autour de la table, en fait, c'est de ça que va dépendre votre capacité à vous adapter et à prendre les bonnes décisions. Et en fait, souvent, on est dans une époque, comme ils l'ont dit au tout début, où maintenant qu'on a découvert les ranges, maintenant qu'on a découvert la GTO, il y a plein de joueurs qui sont amoureux de cette théorie. Mais en fait, la théorie ne fait pas tout, et votre capacité à vous adapter, à connaître la théorie et en faire quelque chose de concret et à le jouer en pratique, c'est ce qui va faire de vous un très bon joueur. Et pour ça, il faut Alors, être observateur et il faut vraiment Je vais vous interrompre une seconde parce qu'on a une question et ça me Oui. fait plaisir de voir des mains levées là-bas. Il arrive, ne t'inquiète pas, il arrive. Te fatigue pas, c'est lui qui court. Oui, merci. De rien. Est-ce que par rapport au fait que tu disais le profiling plutôt sur des tables en live, est-ce que tu arrives à l'adapter sur du online? Est-ce que c'est plus dur? Bien Quelle est la évidemment. différence entre les deux? Alors, il y a une véritable différence parce qu'on ne voit pas les profils physiques, mais on a quelque chose qu'on peut voir online. Tout simplement, on peut quand même voir des showdowns, ce qui s'est passé sur les mains précédentes. On peut voir si le mec paye toutes les relances, si le mec a hero call, c'est-à-dire payer une main moyenne dans un coup important. Donc, toutes ces choses-là techniques que l'on peut voir, on peut l'adapter. Et aussi, on peut voir les timings. Les timings, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut se dire qu'il a plusieurs tables ou quoi. Mais on peut quand même s'adapter si le mec paye très très vite ou si le mec relance très très vite. On peut avoir une indication sur la force de sa main. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut équilibrer. Pierre, qui Ouais. joue beaucoup plus que moi online, peut peut-être... aller Ouais, plus en loin. fait, effectivement, on n'aura pas des tels physiques comme il peut y avoir. Le mec qui défend sa big blind en soupirant, tu sais qu'il a une main un peu pourrie, plein de petites choses comme ça. Ou le mec qui d'un coup est très intéressé par un flop et tu te rends compte qu'il a Ça, on les probablement aura pas, top c'est pair au sûr. mieux. Mais par contre, vous avez une force online, c'est que vous jouez beaucoup plus de mains contre les mêmes adversaires et que parfois, on va en live, juste un joueur va arriver à avoir valet 2 dépareillé pendant 2 heures, mal catégorisé comme étant très serré, alors qu'en fait, c'est juste qu'il avait
Ça, des c'est mains vrai. pourries. Alors que online, généralement, comme on va jouer des dizaines, des centaines de milliers de mains, parfois contre le même joueur, quand on joue Bien sûr. les hauts tournois, on va avoir des tendances très fiables qui vont pouvoir se dégager. Donc moi, je dirais qu'en fait, finalement, les profiler les adversaires, c'est plus facile presque online que live parce que parfois on va juste jouer. Bah, le mec il avait un petit stack à la bulle, il a pas joué une main pendant toute la journée, on était là Clairement. et il jouait bien et tu le vois chip leader le lendemain et il t'en fout partout Il t'en faut pas. et c'est le même joueur pourtant, Très juste intéressant. qu'il s'adaptait donc non, online c'est aussi très très possible. On a une petite question. Oui, bonjour. Moi, je me pose la question, online, comment vous faites pour analyser les profils quand vous jouez sur 8 ou 12 tables? Parce que moi, j'y arrive sur une ou deux tables. mais, Magnifique comme question, ça j'adore. Parce que tu vois, moi, je joue 4 à 6 tables. Oui, c'est toi que je montre du doigt, il n'y a personne d'autre. à part le runner, mais voilà. Bref, en tout cas, moi, personnellement, je joue entre 4 et 6 tables maximum, justement pour ça. Parce que j'estime que si je joue plus de tables, je vais moins voir de showdown, je vais moins analyser. Maintenant, on va demander à Pierre qui joue, il me semble, 10-12 tables. Ouais, en Quelque fait, chose tu comme ça. as l'arbitrage. Tu sais que tu vas moins gagner parce que tu vas être moins concentré sur la prise d'informations, sur la prise de notes, etc. Parce que tu auras 10, 12, 15 tables, que tu vas faire plus d'erreurs aussi. Parce que bah, tout simplement, tu vas confondre un spot avec un autre parce que tu as tellement de tables que Ou c'est un beaucoup profil, plus tu dur. vas dire que c'est lui alors que c'était l'autre table. Exactement. Mais en fait, tu vas réaliser ton profil sur plus de tables. Du coup, en fait, tu vas arriver à avoir cette lucidité sur il ne faut pas que je mette la table de trop qui va me faire complètement faire n'importe quoi, etc. Mais par exemple, si vous jouez des micro-limites et que vous jouez par exemple 3 tables à 1 euro ou 4 tables à 1 euro, généralement ça ne va pas suffire pour monter une bankroll très rapidement. On va préférer jouer plus de tables, peut-être un peu de manière robotique, mais la simple connaissance théorique vous permet déjà de gagner un martyriser vos adversaires. Et après, l'autre truc, c'est que quand on a vu des situations des centaines de milliers de fois, elles deviennent La automatisées et du coup on peut les faire sur 6, 10, 12 tables, là où quand on n'est pas habitué, on peut les faire que sur 2-3 tables. Et donc pour Pour répondre à la donner- ouais. question, excuse-moi. Ouais, Tu prends moins de notes sur 12 Voilà, tables. pour répondre Voilà. à la question, Ouais. c'est un peu non, c'est plus Ouais. difficile de pouvoir faire ça clairement. Donc on estime, Ouais. on gagne plus d'argent en jouant plus de tables, mais on va perdre de l'argent dans certains spots parce qu'on n'aura pas eu ces informations-là. Mais voilà, donc en Mais live, tu prends vous moins avez de pas notes quand d'excuses, par tu es contre. en début de session et que tu as 14 tables, tu prends des codes couleurs, des choses comme Ouais. ça, mais tu vas Exactement. pas prendre une note de 3 km de long sur un pattern. Donc on va continuer avec la suite. Parce que sinon on va passer. Après, si vous avez toute la journée, on est bien. hein. Moi franchement, je suis in. hein. Moi aussi, je suis in. Voilà, donc là, c'est des exemples, on va dire, de à quoi pourquoi on veut connaître les exploits. profils, parce qu'en fait, comment on s'adapte face au profil. Et Oui. Clairement, on va passer assez rapidement là-dessus parce que c'est intéressant, mais on en a un peu déjà discuté. En gros, comment on s'adapte au profil, ce que disait Alexandre. On resserre son éventail d'ouverture versus des joueurs larges et agressifs. Donc parce que si on sait qu'on va se faire surrelancer, on n'a pas envie de jouer des mains moyennes, on va finir par passer. Donc ça, c'est que ce soit non, quand on relance pas. Si on sait qu'on a un joueur, parce que j'avais une petite question derrière. Imaginons que je sois en premier de parole et on sait qu'il y a plein de joueurs agressifs juste à côté de moi. Bah, j'ai une main moyenne, je me dis que si je relance, il va me surrelancer, donc je ne vais pas pouvoir réaliser mon équité et voir le flop. Donc on a envie d'être plus précautionneux, d'avoir des mains fortes pour pouvoir justement punir ce joueur agressif en le surrelançant ou alors en le slow playant, en le mettant dans une situation délicate et difficile pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. ça me paraît évident. Non mais ça, les exemples typiques, c'est à la bulle. Vous avez un petit stack à la bulle, vous avez le chip leader à votre gauche, vous n'allez pas relancer roi, dame, même roi, valet, des choses comme ça. Vous allez relancer que des mains. Vous savez qu'il va vous mettre la pression, qu'il va vous mettre à tapis. Vous allez relancer que des mains super bonnes avec Bien lesquelles sûr. vous allez pouvoir Et partir à tapis. à contrario, Voilà. si on est en position au cut-off ou au bouton par exemple, et qu'on sait que la grosse blinde défend pas beaucoup ses blindes, bah on va relancer des mains beaucoup plus larges. On va se dire, on peut. En gros, c'est simple. Vous avez des ranges, et je sais pas si vous avez déjà vu un tableau de range, on vous montrera. Quand on a des ranges, ben, on définit en gros, c'est une sorte d'entonnoir comme ça qui définit quelles sont les mains à relancer. Les mains les plus fortes sont au milieu en haut. Et plus on élargit, c'est-à-dire plus on est en position, plus on élargit tout simplement. Donc ça nous permet de relancer plus de types de mains, et ça, vous pouvez les voir. Une petite question ici. Attendez, Ah, le le micro. petit micro arrive. Ouais, vous Après, criez. vraiment, prochainement, on prend des rollers, c'est sûr. hein, c'est pas C'est possible. incroyable. Bart, J'imagine des rollers les collants, pour la mais je te prochaine, jure. s'il te plaît. hein. Voilà. Je veux te Euh, voir en roller. Merci. J'avais juste une question concernant les joueurs qui sont larges, passifs, notamment en live. Ok. Comment ça se passe en fait? Ah, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que effectivement, c'est des profils qu'on retrouve très très régulièrement, des joueurs larges passifs, qui vont avoir envie de voir des flops. Bah, du coup, ce qui est intéressant avec des joueurs larges passifs, c'est qu'à partir du moment où ils ont checké, ils n'ont pas grand-chose. Ils voient leur flop, ils sont contents de voir leur flop, ils ont 8 et 9 off par exemple, et le flop vient roi 5-2, ils check. Bon bah merci, qu'est-ce qu'on fait? Bah nous on mise et on prend le pot. C'est très très simple en fait. On s'adapte, mais pour ça il faut avoir une récurrence d'informations. On a déjà vu que depuis 4 coups, quand ils relancent et qu'au flop ils check, bah, ils n'ont jamais quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On mise pas cher et merci et au revoir quoi. Et donc on peut commencer à bluffer un petit peu plus, comme on peut commencer à être plus défensif en fonction de ce qui se passe. Ouais. Qu'est-ce Et que tu en penses? contre ces profils-là, il y a deux autres armes qui sont excessivement efficaces.
c'est quand vous voyez ça fait relance et qu'il paye juste, vous allez être derrière et vous allez beaucoup relancer de main en bluff parce qu'il a voulu coller 7 et 8 dépareillés, As-4 dépareillé, vous On le sur-relancez derrière et il doit passer sa main. Et même aussi, s'il paye, bah, on est en Ouais. position avec une main qui est forcément meilleure que la sienne, enfin forcément, entre guillemets, et on peut encore exploiter ça. Ouais. Quoi. Et aussi, c'est que dès qu'il commence à être agressif après le flop, c'est généralement qu'il a touché un monstre et on peut faire des folds Clairement. monstrueux. Et on peut justement nous ouais. dévier et se permettre d'être plus tight derrière. Ouais, quoi. ça c'est ultra important. Si vous avez ce mec-là super friendly, qui fait que payer, et qui d'un coup se met à vous surrelancer, vous avez des parpaings après le flop, vous êtes sûr qu'il a touché brelan ou deux paires ou des choses comme ça, et vous pouvez faire des énormes folds, parfois même avec paire d'as, Exactement. paire de roi, etc. Et quand bien même s'il craque et qu'il nous fait un énorme bluff, qu'est-ce qu'on fait? Bravo à lui. C'est hyper important de se rendre compte que les gens peuvent faire des trucs qui sont dingues et qui sont bien. Et on peut perdre des coups. Moi, ça m'arrive de perdre des coups et dire waouh, chapeau. Franchement, bravo, tu m'as bien eu, tu m'as bluffé ou tu m'as valué une main que je pensais pas que tu ferais. Chapeau. On est là pour. Enfin, on joue au poker, on est content quand on nous félicite et on peut féliciter l'adversaire. C'est ça qui est top. Donc du coup, on va passer très rapidement là-dessus parce qu'on a du coup les Ouais, ranges. ouais, on les les ranges a- Voilà, de- en fait, là, il y a les ranges. Donc, vous Des voyez exemples au moins à magiques. l'écran comment c'est une range. Vous voyez un petit peu, regardez ça. Avec les mains les plus fortes qui sont au milieu. Et vous voyez, c'est dégressif, dégressif, dégressif. Et donc là, on a les ranges d'open, de relance, de surrelance, etc. Et vous voyez que ça conclut exactement, c'est la conclusion de ce qu'on a expliqué, parce que vous voyez bien la différence entre eux. Donc là, par exemple, c'est la même profondeur, mais c'est pas la même position. Vous avez à gauche UTG et à droite bouton. Donc vous voyez bien que les mains qu'on relance sont totalement différentes, donc parce que c'est la position qui change le genre de main qu'on a envie de relancer. Et inversement, là, vous avez la même position, mais pas le même stack size. Donc vous êtes très short à droite et vous avez 40 bébés à gauche. Et vous voyez bien que les ranges changent complètement. Et par exemple, là, on commence à avoir du rouge, c'est-à-dire qu'on part à tapis au lieu de relancer et qu'on ne va pas relancer le même nombre de mains. Vous voyez que par exemple, on a envie de jouer des 6 suités, donc 9 et 6 suités, T6 suités, 40 bébés deep, des mains qu'on va complètement fold une fois qu'on a 15 blindes. Ça, je vous interdis, parce que je vous vois tous prendre des photos ici. Hop, 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 hop. Winamax.fr. Il y a toutes les ranges de pierre. Vous avez tout ça tranquille et vous allez là. Plus là, vous allez rien voir. Là, vous voyez rien. Vous allez Ce être dans sont votre que des canapé exemples, il y tranquille. en a Non, mais c'est beaucoup, vrai. beaucoup plus. Vous allez être à la maison sur l'ordi et vous allez pouvoir travailler vraiment et non pas se dire sur mon téléphone ah qu'est-ce que je devais faire là, oh zut. C'est pas bien c'est pas un bon concept. Le de mieux, c'est travail. les imprimer en vrai. Exactement, on les imprime, on les on a les et on apprend par travaille. cœur. Voilà, Voilà. elles sont très bien faites, j'ai envie vraiment y aller. Vous avez des très belles images de Pierre ici en costume. Donc vraiment, l'idée, c'est de voir tout et de pouvoir vraiment... Rien que des pour le jambes costume de Pierre, on petites. peut y aller quoi. Allez, on avance sur ça Ok, parce que on y sinon va. on n'est plus là. Est-ce que ça marche? Oui. On va arriver sur la deuxième Sur la erreur. deuxième Parce que, Franchement, vous c'est voyez, on a beau la 3 erreurs. technologie, les gars. hein. Ouais, c'est magnifique. Oh, Oui. jouer passivement. Oh là là, Bart, tu nous as régalé. Ouais, vraiment. Heureusement que Bart est là. Donc maintenant, on arrive sur pourquoi est-ce qu'on mise au poker. Donc ça, un concept très simple. On va le diviser en deux. On va aller vraiment très gentiment. On a la value. Donc qu'est-ce que le value bet? On mise pour se faire payer par une main moins bonne. Allez, le petit replayer qui va bien. On y va Alors, c'est magnifique. Voilà, donc Bon. le value bet, ça paraît simple. On va tout de suite mettre un replayer. Et le premier qui lève la main aura le droit de raconter cette belle main. Alexandre, Pierre, levez la main. Personne ne veut. Personne. Arrêtez, je vais le faire sinon. Vas-y, Ah, vas-y, quand il fais-le. invite, fais-le. Non, je vous laisse Amuse-toi. travailler. Non, j'ai envie que vous travailliez un peu. Allez, vas-y, Pierre, on est parti. Allez, c'est ta main. C'est Non, tes bah mains. classique, hein, c'est un exemple assez facile. C'est on va relancer, on va jouer contre la petite blinde et on va flopper top pair, top Oh kicker. là là. Ah, Ah, pas mal. bah voilà. Ça y est, Et on est directement. à la rivière directement. Et Let's go. là, on a des exemples de sin value bet, c'est-à-dire qu'il y a une main qui va, notre top pair va se dégrader relativement un petit peu à la turn à la rivière, on va le voir après, et que contre des joueurs qui sont très calling station, on va pouvoir partir sur des gros barrels de value avec des mains qui ne sont pas si fortes, et je pense qu'il y a très peu d'entre eux qui le font. On va Allons pouvoir voir dérouler la tranquillement. main. Déjà, on est au bouton, on a relancé, on est payé par la petite blinde et par la grosse blinde, et on a un Voilà. flop valet 5-3, top pair, Super top flop, kicker. super flop pour notre main, et pour notre range d'ailleurs aussi. On décide donc. Ouais, alors 3 waves, ça c'est des considérations qui sont un petit peu plus poussées, mais il n'y a pas de très gros sizing, c'est half pot maximum. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On a une des mains qui a l'envie d'investir le plus d'argent possible. Top pair, top kicker, on domine plein de valets chez les adversaires, donc là on a eu un half pot facile. Donc clairement, là, on est dans la partie value bet. On mise pourquoi? Pour valoriser notre main contre des mains moins fortes. Voilà, important de voir que par exemple, si on a une main comme paire de 8, qui n'est ni en bluff, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire folder mieux, ni en value, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas payer par moins bien, Ouais, on va ça- checker simplement. Donc vas-y, on continue. Donc on relance au bouton, on est payé par la petite blinde, et on a un 7. Voilà, là, la turn, c'est une turn qui est très avantageuse pour nous. Évidemment, on va continuer à miser pot, ça me va très bien, honnêtement. Donc si je peux me permettre, quand on mise au flop, et qu'on est payé au flop, et qu'on se retrouve au turn, on doit à ce moment-là important déterminer la range adverse. Avec quel type de main il a pu nous payer. Donc ça, tout le monde le fait un petit peu. On se dit, ah, qu'est-ce qu'il paye? Il paye un valet, il paye un 5, il paye une paire. Donc on estime que là, on a toujours un des meilleurs valets. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue, quoi. On va prendre Voilà, de l'argent. exactement. On value.
Mais surtout, il ne faut pas avoir peur de il a brelan ou il a 2 paires, etc. Parce qu'après, si vous n'arrivez pas à extraire un maximum de valeur quand vous touchez un flop aussi bon que valet 5-3 et que vous avez as-valet et que vous dites ah mais des Très fois il a important. brelan, etc. Ça c'est horrible. Parce que oui, de temps en temps, Ce sera le cas. on va voir là par exemple, on va voir la rivière, c'est assez instructif. Quand même une rivière qui peut faire peur de prime abord. Là, Un c'est 4. très intéressant. Ce Ouais. coup est vraiment très intéressant, je trouve, parce qu'il a misé très cher au turn, c'est-à-dire la taille du pot, donc c'est quand même assez conséquent. Il a été encore payé, et on a une carte qui pourrait paraître un peu flippante. Donc maintenant, là, c'est là, avant que Pierre aille au bout de cette main-là, qui est très intéressante. J'aimerais savoir dans la salle, qui est-ce qui va checker maintenant ici? Qui est-ce qui check à la river? Est-ce que vous checkez? Qui est-ce qui se dit, on sait jamais, peut-être que je peux perdre, il peut y avoir des quintes, des brelans? Allez-y, allez-y, levez les mains haut s'il vous plaît, parce que mes yeux ils fatiguent un peu. Ok, donc presque la moitié de la salle qui décide de checker. Donc vous vous rendez compte, pourquoi est-ce que vous checkez? Je présume que vous avez peur qu'il ait des mains avec des 6 qui fassent des quintes ou parfois des brelans et vous vous dites, j'ai pris assez d'argent dans ce coup. Mais là où c'est très très important, c'est qu'on a rarement top pair, top kicker dans un coup où la personne en petite blinde a aussi souvent valet dame, valet 10, roi valet. Il va peut-être nous donner beaucoup d'argent. Peut-être qu'il a paire de 8 et qu'il ne nous croit pas aussi. On n'oublie pas qu'on est Exactement, Pierre ouais. Calamusa. Ah, c'est important aussi. Ce Ce que je disais, les profils adverses, qui on est, notre image, l'image perçue. Donc maintenant, Pierre se retrouve là et il se dit qu'est-ce que je fais? Et un concept qui est très important. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est important à un moment donné, quand on arrive dans ces cartes de poker, de savoir compter les combinaisons et de savoir que les combinaisons dépareillées, il va avoir toutes les fréquences de roi valet dépareillé, valet dame dépareillé, valet 10 dépareillé, je pense, et que ça fait très peu par rapport à un 4 et 6 de carreau qui serait là Absolument. ou paire de Et puis 6. souvent, ce sont des combos qui sont beaucoup moins Ouais. défendus que les combos. Et aussi, l'autre chose qui est très importante, c'est que généralement, ces joueurs-là, sur ces limites, ne savent pas slow play. C'est-à-dire qu'au turn, il va flipper avec va brelan, relancer. et donc du coup, il aura plus ses brelans dans son range qui me battent, et que du coup, bah, en fait, finalement, il aura paire de 6, un as-6 de cœur, de temps en temps, pourquoi pas, un petit 6 et 7 suité qui sera là, mais finalement, ça va représenter peut-être 10% de son, Mais de vous son voyez, range total. juste pour un petit peu résumer ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On est à la position, donc on a le bouton, on est à parler en dernier, on relance, on est payé par la petite blinde, donc important de savoir qu'il est en petite blinde, donc quel type de main il peut avoir. Donc on a position, range, profil adverse, détail du board, déroulé de qu'est-ce qui s'est passé dans l'action, j'ai relancé, il a payé, au turn j'ai encore misé, il a payé, on planifie, on se dit il a ce type de main là, on arrive river, on se dit il a un bounty, je le couvre, il y a un peu plus que le pot, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là c'est très important de se dire on va essayer de lui prendre le maximum. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que fait Pierre? Tapis, ouais. Mais Tapis. voilà, je pense que pour aller plus loin, il faut pas juste se dire il peut avoir un 6. Le bon joueur de poker, il va essayer de fréquencer à quel pourcentage du temps il va avoir un 6 et quel pourcentage du temps il va se faire payer par moins bien. Et il va essayer. Alors parfois c'est très très dur quand les ranges sont très larges. Ici les ranges sont très resserrés, donc finalement c'est assez facile. Vous avez une main de Romain Lewis dans la tête d'un pro sur le 50 000 où il détaille ça très très bien. Oui. C'est vachement bien dans Il l'épisode. explique tous les combos, Voilà. il prend le temps La, de le la faire cote et du c'est pot, vraiment etc. très bien. C'est vraiment très sympa. Ça encore, c'est un travail que vous devez faire chez vous. En plus, c'est vachement ludique. Et voilà, donc là, As-Valet, finalement, il y a un tapis extrêmement facile à la rivière. Clairement. On accepte de le faire et on est payé assez rapidement, je présume en plus. Ouais, tranquille. Il était assez serein en vrai. Mais Et voilà. voilà, clairement, là c'est aussi intéressant. Vous êtes dans la position de la small blind et vous avez valet dame. Et vous avez Pierre Calamusa qui mise et fait tapis. Vous vous retrouvez là avec valet dame. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous payez? Levez la main ceux qui ont envie de payer ici, s'il vous plaît. À la river. Ici, ils payent. N'hésitez pas. N'ayez pas honte encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vous êtes 6. Donc vous n'êtes pas beaucoup à payer. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est que vous ne prenez le temps de la réflexion, ou alors que vous êtes assez serré et que vous vous dites, ben c'est possible qu'il est mieux, je préfère être conservateur et passer, ce qui aurait été une bonne décision à l'heure actuelle. Est-ce que Pierre, tu te serais payé toi? Elle est dure C'est quand même. intéressant comme Elle est question, rude. Hein. Elle est rude. Déjà, si j'ai un cœur, je pense que si tu as un cœur, tu dois plus call que si t'as pas de cœur, parce que ça va jamais Ouais. bluff les cœurs chez moi. Et ouais, ça, Il a valet dame. Ouais, c'est des trucs un peu complexes, mais je pense que de toute façon, tu dois défendre des valets. Peut-être pas dame valet parce que ça bloque mes bluffs. Oui. Mais roi une dame, main comme etc. as valet chez lui aurait été un call évident. Une main Voilà. comme roi valet, etc. Mais dame valet un fold. je Donc vous pense. voyez, même Pierre se trouve dans une situation délicate à l'instant T, et donc forcément c'est normal que vous ayez des situations délicates, mais vous êtes quand même quelques-uns à payer, donc contre vous, bah, on a envie C'est de faire pas horrible, tapis hein. pour être Ouais. payé. Quoi. Mais c'est pas, c'est vraiment. Mais c'est c'est des pas sommes vraiment une difficiles, erreur ouais. catastrophique, hein. Il Non. pourrait avoir des bluffs aussi. Donc vraiment, voilà, c'est très important de voir ça. Donc là, on était dans un exemple type de value bet. On a valorisé notre main. Donc on va avancer maintenant à la prochaine et on va partir sur le concept opposé qui est le bluff. Donc on bluffe pour faire quoi? Pour faire passer une main meilleure que la nôtre ou pour représenter une main forte et essayer de le faire passer. Donc Non, mais ça et le bluff, c'est sans doute ce que vous faites le moins bien, je pense, à un niveau
vous abandonnez trop de mains à la rivière qui ne peuvent pas gagner. Je pense que c'est sûr. des choses. C'est des blocages de crainte, etc. Donc là, on est hop. Donc ici, c'est encore une main de Pierre, hein, notre génie qui joue beaucoup online. On se retrouve au flop dans un pot 3-way où on a décidé de flat 5 et 4 suités en small blind. Encore une fois, on revient sur le concept de range. C'est une main qu'on va très souvent avoir, qu'on va très souvent jouer. C'est une main qui se joue très bien, même quand on est hors de position sur 2 joueurs. Ici, on voit qu'on a un flop où on touche 2 backdoors. Donc on a une backdoor flush, une backdoor quinte. C'est un flop qui va pas forcément énormément avantager notre range, parce que voilà, on est face à un relanceur initial. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais qui est très important. C'est à partir du moment où on est plus de 2 dans le coup, quand on est 3, quand on est 4, quand on est 5, on a envie d'être très prudent, parce qu'il y a beaucoup de range qui sont en jeu. Il y a beaucoup d'éventails de mains qui sont en jeu. Et de manière générale, on a envie d'être très réfléchi sur qu'est-ce qu'ont mes adversaires et sur quoi, dans quoi je mets les pieds. Pour aller un peu vers ce que dit Alexandre aussi, il faut voir quelque chose, c'est qu'on couvre les 2 joueurs du double de chacun. Donc c'est très intéressant. En KO surtout. Ouais. Voilà, on va surtout payer ces mains-là encore plus parce qu'on couvre les joueurs en KO. Donc on peut leur prendre leur KO quand on va avoir des confrontations qui vont être avantageuses pour nous avec des mains qui sont des mains qui sont un peu border à défendre, mais qui sont intéressantes aussi parce que justement on peut faire des quintes, on peut faire des couleurs. Et donc quand on est en small blind, généralement on a plus des rois dames, des as valets, des as 10. Donc je suis un peu on est entre deux sur l'histoire de est-ce que ça touche notre range ou pas. On peut aussi avoir quand même des mains qui touchent notre range ici, donc on est content d'avoir un éventail de mains un peu plus large parce que justement on a ce qu'on appelle un board coverage, c'est qu'on peut avoir plus de mains qui ont pu un peu toucher. Je pense que toi, l'ayant joué, t'étais un peu. Ouais, c'est en fait en KO quand on couvre, Bien sûr. on va vouloir jouer une tonne de mains suitées parce que le KO va représenter énormément. Exactement. Donc là, il faudrait mettre en jeton, mais bref, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, surtout en position. Là où on aurait foldé une main comme Dame 6 suité, par exemple, ou Roi 5 suit, des choses comme ça, contre un open early, on va toutes les call. Parce qu'en fait, quand on fait flush et qu'on arrive à le stacker, on a gagné 25 blindes en plus ou 20 blindes en plus. Et donc voilà. Mais ça, c'est des considérations. Là, le flop va faire check, check, check. De toute façon, c'est pas un board, c'est pas un flop sur lequel j'aurais été très très agressif. Hein. C'est vrai. Non, c'est sûr et certain. Ouais. Mais là, le coup va se dérouler turn river et ça va être intéressant. C'est très important que là, c'est très intéressant à turn. Donc là, je trouve que c'est intéressant ce concept cette action de check, 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 parce qu'en fait, c'est un flop où le ranceur initial va souvent bet. Donc je pense que c'est ce qui fait que ça va modifier l'action de Pierre et la raison pour laquelle il va choisir de prendre le lead ici sur une paire. En fait, il trouve une paire. Alors, faut faire attention parce que As-3-7, reg contre reg, du coup. Donc là, on est 3 règles, c'est ça? Ouais, on est 3 règles. Okay. Et en fait, As-3-7, early contre les blindes, c'est check ou bet big. Alors, mais là, on parle en théorie, mais je parle du fait que dans la réalité, quand on joue contre certains joueurs, ça va être. Non, c'est qu'il est cap. Non, par contre, c'est que du coup, effectivement, c'est que quand il check ici, il est capé, je pense, à As-6 suité, quelque chose comme ça. Mais que souvent, il va avoir, c'est ce que tu disais, 2 valets, 2 dames, 2 10, 2 9, etc. Ça donne déjà une information, le fait que ça check, on a une information supplémentaire. Donc, vous voyez ce qu'on disait, c'est ça, cette information à prendre sur les profils et sur ce qui s'est passé dans le coup, et ce qui nous permet d'établir leur range et se dire, ah, là, il n'a pas As-Roi, il n'a pas Brelan droit, il n'a pas Brelan 7, il n'a pas As-Dame. Donc on lui enlève déjà des combinaisons de mains qui sont très très fortes, qui nous permettent, nous, de modifier notre action avec certains types de mains. Et on arrive ici à faire quelque chose qui n'est pas un play conventionnel que peu de joueurs feraient d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que Pierre est ici avec nous. C'est que c'est un joueur qui est capable de prendre des lines, entre guillemets, qui sont très intéressantes et qui vont arriver à ce dont on arrive derrière. Donc, et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est quelque chose qu'on rappelle beaucoup et sur lequel on rebondit souvent, c'est que c'est la raison pour laquelle on vous déconseille de prendre l'initiative dès le flop, parce qu'en fait, si vous avez décidé de bet ici dès le flop, des fois ça peut se faire, mais c'est très marginal, et en fait vous aurez manqué l'information du check de votre adversaire, qui est en fait très importante ici, qui permet à la turn de savoir un peu mieux où vous mettez les pieds et de savoir quoi faire. Ouais. Mais en fait, si j'ai pris cette main aussi, c'est que donc là on a évidemment, vous avez bien dit que du coup la range surtout de UTG est capée, c'est-à-dire qu'il a souvent 2 valets, 2 dames, etc. Il y a toujours ce concept de quand on bluffe, on veut faire folder mieux. Donc là avec 4 et 5, je vais essayer de m'attaquer à ces mains comme Roi 10, à ces mains comme 2 dames, 2 valets, etc. Bien sûr. Surtout, vous voyez qu'on va essayer surtout d'attaquer 2 dames, 2 valets, 2 10, et que là même la plupart des joueurs professionnels vont plutôt se servir des mains comme dame valet ou valet 10 suité pour bluffer, alors qu'en fait comme ils bloquent les mains qu'on veut faire folder, c'est des très mauvais bluffs et on va plutôt se servir d'un 5 puisque ça va avoir des meilleures propriétés, ça va faire folder paire de 8, paire de 10, paire de valet, etc. Et en plus ça va bloquer A5 suité, A5 off et brelan de 5 qui sont dans les 2 ranges. Et donc en fait on va jamais bluffer dame valet de cœur par exemple, mais on va toujours bluffer un 5 ici. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que ce concept n'est pas forcément bien compris par tout le monde, de bloquer des cartes. Et en fait, on ne va pas rentrer là-dedans dans ce détail-là parce que c'est vraiment assez avancé et que nous-mêmes on y travaille. Mais là,
il a bien expliqué clairement, il a détaillé les mains on sait qu'en fait, ces mains les plus fortes que le monsieur peut avoir en face, la personne en face, ça va être des petits as qui auraient pu checker, ou après ça va être des rois dames, rois valets et des paires. Donc au final, quand il y a un 5 et qu'on a un 5, il lui reste plus que 2 as 5. Donc on est très content en fait. On est très content et surtout, on va attaquer de manière très très agressive de valet, de dame, de 10, etc. Donc il faut surtout pas avoir de valet, surtout pas de dame, surtout pas de 10 en main pour bluffer. Et là, ce qu'on est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il va tout de suite. En fait, voilà, quand vous faites un bluff, vous avez peur de quelque chose, je pense. C'est j'ai misé là, il va me payer. Qu'est-ce qu'on fait après? On est dans la merde. Mais c'est là où c'est très intéressant, c'est que on sait quasiment qu'on va toujours être payé une fois. On est d'accord? Tu penses pas faire passer tout de suite? Tu peux de temps en temps, mais voilà. Après Rivière, on va en mettre et ça sera nos bluffs. C'est quelles sont les cartes qui arrivent river et comment est-ce qu'on détermine notre bluff? On a une petite question ici. Après, j'arrête, désolé. Non, surtout Non, n'arrêtez surtout pas. n'arrêtez pas, surtout n'arrêtez J'ai juste une question, parce que comme vous êtes entre règles, j'imagine que l'UTG, est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à miser petit pour empêcher les autres règles de prendre l'initiative du bluff Au flop, tu veux dire? au flop? Pourquoi il check back en fait? Pourquoi il met pas un tiers pour éviter justement que la small blind ou la big blind se retrouve dans la position de pouvoir bluffer quelque chose après? En fait, tu veux ou j'y vais? Comme tu veux. Vas-y. Après, Alors, petit détail. le problème, c'est que honnêtement, c'est un board que j'ai joué longtemps comme ça, à toutes mes mains un tiers. Et en fait, on se rend compte que c'était horrible sur ce board-là. Il y a plein de boards où on va pouvoir miser toutes nos mains, effectivement, pour être difficilement lisible. Mais en fait, ici, il a trop de mains qui n'ont aucun intérêt à miser. Typiquement, un As-4 suité qui se ferait payer par mieux. Ou alors des mains comme 2 dames, en fait, il y a une trop grosse portion de ses mains, comme il a relancé en premier de parole, qui sont 2 dames, 2 valets, 2 10, 2 9, etc., qui ne peuvent pas miser. Et donc, du coup, c'est soit il check, soit il met un par pas, en fait, sur ses boards. Donc, il n'a pas du tout intérêt à miser toutes ses mains. Je vais rebondir sur ça parce que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'avais un peu, pas ce blocage-là, mais cette idée-là aussi, j'avais peur de me faire bluffer plus tard. Et en fait, c'est un peu ça qui se passe chez vous, c'est que vous préférez miser avec une main qui est moins forte, de peur de se faire bluffer plus tard et de perdre le coup. Ouais, c'est ça. Entre guillemets. Ouais. Et du coup, là, si on a 2 valets ou 2 dames et qu'on mise, certes, on va faire passer 5 et 4, qui va nous bluffer peut-être plus tard. On va faire passer paire de 8, paire de 9, des mains combat, mais on fera pas passer un as et on fera pas passer un roi. Ouais. Du Tu coup, perds on se 4 retrouve blindes de dans plus un contre un As, quoi. Ouais. On pourrait miser un petit as, effectivement. En fait, c'est qu'on a peur de perdre de l'argent. C'est-à-dire que, exactement, imaginons que vous ayez As-4 là-dessus. Vous misez au flop et vous êtes payé par la petite blinde. Donc Pierre qui paye en petite blinde, il va avoir des flush draw, des as ou des rois. Donc vous prenez de la value sur les flush draw, sur les rois et pas sur les as, qu'il aura des as meilleurs que vous. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, vous misez, il paye. On se retrouve sur la turn 1-5. Ok? Il check, qu'est-ce que vous faites derrière? Vous vous retrouvez à dire, est-ce que je mise encore pour valoriser sur son flush draw, mais peut-être qu'il a un meilleur as que moi? Donc généralement, on a un petit peu peur, on est précautionné, on check. Et arrive une river, et là, il mise très cher. Qu'est-ce que vous faites maintenant avec votre petit as? Est-ce qu'on paye? On se retrouve dans une situation compliquée. Et alors que par exemple, quand vous avez checké votre petit as, et que du coup, lui, Exactement. il mise au turn, T'es et qu'il protégé. commence, là, vous êtes là tranquille, à le payer et à le laisser bluffer. Et on ramasse l'argent aussi. Donc en fait, on a une contrepartie des deux côtés. Donc Et c'est je pense plutôt un qu'on- équilibrage à faire. On peut revenir sur l'importance des profils, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est très intéressant. Vous dites que vous avez peur que Pierre prenne le lead, que prenne la turn, et qu'après il bette à la river. Mais justement, si vous avez face à un profil qui a des bluffs, et vous savez qu'il va bluff souvent, en fait, vous avez envie de le laisser bluff. Vous savez que si vous bettez au flop, après, il disparaît, peut-être Disparaît. des flops, il disparaît. Il va fold. Alors que si vous le laissez bet de lui-même, qui met un barrel à la turn, un deuxième barrel à la river, en fait, vous avez un spot assez facile de hero call avec un as qui est moins bon, par exemple, alors que vous serez dans un spot très compliqué quand vous bettez vous de vous-même et que vous pouvez vous value cut de cette manière. Et puis encore une fois, on peut se faire bluffer au poker, ça arrive aussi, quoi. Ça fait Ouais. partie du truc. Exactement. Non, mais et surtout, parfois c'est nécessaire d'être bluffé. Parce que si jamais vous faites jamais bluffer, il y a un problème dans votre jeu, quoi. Ça veut dire que vous êtes trop calling station et que vous allez perdre des jetons comme ça. Vous misez trop tout le Ici, temps. mais vous avez à soulever un problème intéressant. Vous avez donné la solution en même temps. Si vous avez peur d'être bluffé, comme vous avez peur d'être bluffé plus tard, vous allez incorporer ces petits as. Et voilà. Vous allez prendre de la value sur certaines mains, mais vous allez perdre, vous allez être payé Ouais. par mieux aussi. Et puis quand ça fait couleur à la turn, vous allez encore perdre. Est-ce que vous allez payer? Est-ce que vous allez le croire, pas le croire? Donc en fait, c'est un arbitrage à faire nous-mêmes. Et des fois, on simplifie la tâche justement en faisant ce que vous faites, c'est-à-dire misant tout le temps. Et on se retrouve dans des situations qui peuvent être compliquées aussi. Donc on essaie d'équilibrer notre range en disant je vais garder des valets, des dames et quelques petits as pour pas avoir que paire de valets ou paire de dames. Parce que Pierre estime peut-être que le mec n'avait même pas de petits as et du coup c'était facile pour lui, il mise et merci, on ramasse l'argent aussi. Donc si on équilibre notre range, on est plus facile, on est plus difficile à exploiter en fait. Et Ouais, vas-y. désolé. Et encore une fois, c'est vraiment très important ce concept de plusieurs joueurs dans le coup, parce que plus il y a de joueurs dans le coup, plus il faut être vraiment sûr de est-ce que je prends vraiment de la value et sur les deux joueurs en même temps, ce genre de choses. En fait, il y a plein de scénarios dans lesquels vous vous retrouvez en sandwich entre deux joueurs qui en fait ont des mains qui sont meilleures que les vôtres et vous vous retrouvez avec des dépôts qui sont énormes et des décisions très compliquées à prendre ensuite. Donc on a misé au turn la moitié du pot.
on a été payé, on se retrouve sur un 10 river. Donc voilà. Là, Pierre, explique-nous tout. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. On va généralement toujours essayer de bluffer. Ça, c'est vraiment essentiel de comprendre ça. On va toujours bluffer quand on a notre pire main à la rivière. Ça, c'est très important. Ici, il a plein de mains, effectivement. Il va avoir plein de mains comme roi-dame, roi-valet. Peut-être qu'il ne m'a pas cru avec 2 valets, 2 dames à la turn. Il va falloir que je mette de la pression. Ici, mes bluffs, finalement, j'en ai pas énormément. Je dois avoir une main comme 8-9 suité, peut-être. Et c'est à peu près tout. Et peut-être 4 et 6 suité. Et par contre, j'ai énormément d'as, énormément de 2 paires, énormément de brelans. Et donc, du coup, cette portion-là de ma range en value m'autorise à bluffer un certain nombre de mains. Et je pense que 4 et 5 suité, ici, c'est ce qu'on appelle le nut bluff. C'est-à-dire une main qui va tout le temps bluffer. Bon, en gros, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est la notion de bluff. C'est on bluffe pour faire passer quelque chose, mais on sait clairement ce qu'on vise. C'est ça qui est très important. On se dit pas merde, je vais perdre le coup, comment je fais? Ah, et tapis. Ah merde, il avait brelan, bon appétit. Non, non, pas du tout. On se dit, il peut avoir ce type de main là, c'est une grosse portion de sa range. Est-ce que je fais passer ce type de main là en misant ce sizing là, parce qu'on voit qu'il fait un sizing assez cher. Donc parfois on a un peu peur, on se dit, hier je voyais quelqu'un qui, à chaque fois, à la river, il décidait de miser, et il misait tout petit. Et je pouvais déterminer 200% du temps qu'il était en bluff. Et je le disais à chaque fois. Et il bluffait à chaque fois. Parce qu'en fait, quand on bluffe, on a peur de perdre des jetons. On se dit, ah, je bluffe pas cher, ça peut marcher, ça peut passer, hop. Et au final, quelqu'un qui se dit, ah, il fait pas cher, on paye. Et au final, on se retrouve à perdre des jetons quand même. Et en fait, un truc qui est très très important au poker, quand vous faites quelque chose, faites-le vraiment. Quand on travaille au poker, on travaille vraiment. Quand on joue à une table, on joue vraiment. Quand on bluffe un coup, on bluffe vraiment. Et c'est ça qui est primordial. Ne faites pas les choses à moitié à ce jeu parce que on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Enfin voilà. On a une petite question ici. Oui, je voulais savoir si ça a une importance de miser au-dessus de la taille du pot et pas pile la taille du pot, parce que est-ce qu'il y a des gens qui associent une mise de la taille du pot à un bluff et pas un overbet à un bluff? En fait, clairement, moi, mon avis personnel, ça c'est un arbitrage aussi. On va essayer de faire généralement la même chose en bluff et en value pour que la personne en face ne puisse pas exploiter ça. Mais tu vois par exemple que toi, tu vas percevoir le fait de faire pile la taille du pot comme de la value et un peu au-dessus du pot qui va être comme un bluff par exemple. Peut-être que les gens vont percevoir tous différemment. Donc après, c'est à toi d'arbitrer aussi. Et en fait, c'est sûr que plus tu vas faire cher, plus l'autre, il a d'argent à investir pour essayer de gagner le pot. Et donc, si c'est un mec qui est hyper serré, qui a très très peur, on va essayer de lui mettre un petit peu de pression, quoi. Si c'est un mec qui s'en fout complet, il va falloir miser très 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 cher, tu vois. Donc c'est toujours une question d'adaptation, je sais pas ce que tu en penses. Mais... C'est vrai que c'est un biais psychologique de manière Tout générale, à il y a fait. des limites sur lesquelles ça marche énormément. Là, game professionnel comme professionnel, je vais faire le même sizing que j'ai. On va dire que là, je pense que ma pire main de value, c'est As-Valet, on va dire. Que j'ai As-Valet au mieux. Et je vais aussi faire ça en bluff. Donc il n'y aura pas de spécialement après que je fasse. Je pense que pot, c'est le minimum sur lequel je dois aller. En gros, lui, il nous explique clairement qu'il détermine son sizing, qu'il a son sizing déterminé, qu'à la river, quand il va bluffer ou quand il va valoriser sa main, il fera le même sizing. Et c'est ce que disait Alexandre, c'est qu'ici, en fait, il n'y a pas de petit sizing parce qu'en fait, on va toujours s'attaquer à un roi, ou même s'il a un truc genre 10 valets de carreau, dame 10 de carreau, il va quand même falloir mettre le sizing assez cher. Quand vous attaquez à des mains de force moyenne, généralement, le bon indice, c'est qu'on doit miser cher. Quand on veut attaquer ce qu'on appelle les autofolds, c'est ce que disait Alexandre, c'est-à-dire des mains. On peut miser moins cher. Voilà, on peut miser moins cher et les mettre en difficulté. Et donc, on se retrouve dans des rivers où on a plusieurs fois 2 sizings différents pour, entre guillemets, ce qu'on appelle target, c'est viser des autofolds, des mains qui vont passer directement ou des mains qu'il faut absolument faire passer parce qu'elles sont fortes. Mais en gros, ce qui est important, on revoit ça, on le voit ici encore une fois. On a quoi? On a les ranges, la position, les profils adverses, l'analyse des ranges et du coup. Et voilà, on est obligé de s'interrompre pour ça. On aimerait tous être là-bas. Quoi? On aimerait tous être là-bas. Bah oui, mais on est là un avec petit ticket là. Dans ce déroulé-là, on finit par est-ce qu'on value ou est-ce qu'on bluffe? Et vous voyez qu'on a un bon déroulé. Donc on va continuer sur la suite si possible. Non mais un truc intéressant, c'est que là, je crois qu'il a passé. Est-ce qu'il passe? Oui, il passe. Ouais. Oui. Il a passé. Et c'est que si jamais, ça c'est un truc qui est très difficile, par exemple en live, le mec paye avec As-8 et c'est vachement facile de se dire j'ai fait de la merde. Ça c'est un truc, que je Ça faisais vous arrive à énormément. tous, on est d'accord? Ouais. Ouais, Et alors très qu'en fait important. c'était un bon bluff et juste le mec avait une main à payer, etc. Là on peut se poser la question, c'est s'il me paye avec une main comme paire de 6 par exemple, Exactement. j'avais mal profilé le mec. Mais en fait, si on ne tente pas, on ne sait pas. Et après ça, on peut du coup aviser et se dire ok, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Mais il ne faut pas être résulte. Là où c'est intéressant ce qu'il vient de dire, là où on peut être résulte, c'est s'il nous a payé avec une main avec laquelle il ne devrait pas nous payer. Du coup, on estime que notre bluff n'est plus rentable parce qu'il nous paye avec ça, il paye avec tout. Donc Voilà, on exactement. évite de le faire la prochaine fois. S'il paye paire de 6 ici, on peut se questionner. S'il paye un As-4 qu'il avait checké, etc., ce qui est complètement normal,
Là, on peut se dire, j'ai quand même bien joué, et c'était juste une main avec laquelle il devait payer, moi une main avec laquelle il devait bluffer, et c'est comme ça que le coup devait se dérouler. Les deux joueurs ont bien joué. Ok. Donc on arrive maintenant toujours sur jouer passivement. To limp or not to limp. Est-ce que vous savez tous ce qu'est le limp? Levez la main ceux qui savent pas ce qu'est le limp. Ah, ça me fait plaisir. Pas une seule main levée. Ah, madame. Alors le limp, madame, c'est donc on a la petite blinde et la grosse blinde. Et donc limper, c'est qu'au lieu de relancer, on paye juste le montant de la grosse blinde. Vous voyez, si les blindes sont 500 000, vous mettez 1000 directement. Donc, est-ce qu'on limp ou est-ce qu'on ne limpe pas? Eh bien, on va vous dire quelque chose tout de suite. On ne limpe pas, jamais. On vous le dit maintenant, il y a des situations qui se font plus tard dans des niveaux avancés selon les profondeurs et les tapis, mais maintenant, il ne faut pas limper. Pourquoi est-ce qu'on ne limpe pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui limpent encore? N'hésitez pas, levez la main. Est-ce que des fois vous avez des mains et vous dites bah, je vais limper, comme ça je vais voir le flop? Allez-y, 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 levez les mains, levez les mains. Même si c'est un peu, ne serait-ce qu'un petit peu, levez la main. Ne serait-ce qu'une fois sur un tournoi. Allez-y, 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 n'ayez pas honte. Madame, levez la main, s'il vous plaît. Merci, ça me fait plaisir. Vous savez ce que c'est maintenant, vous levez la main. Non, je ne compte pas en SB. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on a au moins la moitié des gens qui limpent encore. On ne veut pas limper. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre l'initiative. Qu'est-ce qu'on appelle prendre l'initiative? C'est-à-dire qu'on relance. Quand on relance, on a l'initiative du coup. C'est nous qui sommes le relanceur initial. Va un peu plus loin, Alexandre, sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre, et encore une fois, c'est un concept qu'on va avoir aussi post-flop, c'est qu'on a envie de mettre de l'argent dans le pot avec les mains avec lesquelles on commence à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous limpez, vous partez du principe que vous pouvez déjà ne pas vous faire relancer après. Vous jouez des petits pots avec des mains qui peuvent être très fortes, alors que les mains que vous avez qui sont fortes, vous avez envie de commencer à investir avec, vous avez envie de commencer à faire grossir le pot et à jouer face, par exemple, quand vous jouez contre les blindes, on a des mains qui sont moins fortes. On part du principe que souvent vous avez une range qui est forte. Par exemple, quand on parle encore une fois de bouton versus SB ou BB, vous jouez des mains qui sont fortes par rapport à des mains que BB n'aura pas dans sa range quand il défend. Et vous avez envie en fait de mettre l'argent au milieu avec ce genre de main et de prendre l'initiative du coup avec. L'important quand on a l'initiative du coup, c'est que nous, c'est qu'on va être le premier à parler. On va décider de ce qui va se passer sur le flop. On va décider de checker ou de miser, de valoriser notre main ou de commencer à bluffer. C'est nous les patrons dans le coup en fait. Si on limp et qu'il y a d'autres gens qui relancent derrière, bah c'est eux qui ont l'ascendant sur le coup. On va devoir les laisser parler, on va devoir leur laisser prendre l'initiative et du coup, bah, on va se faire bluffer plus souvent parce que c'est eux qui sont les patrons dans le coup. Quand on est les patrons, on maîtrise, on démarre, on prend l'initiative et on joue. Tu vois ce que je veux dire, Pierre? Non, mais vous avez très bien résumé. C'est-à-dire que toute la dynamique, ça va être deux joueurs ont investi de l'argent sans voir leur carte. Et nous, on va essayer d'attaquer ça en essayant de relancer nos fortes mains. Et autour de ça, on va construire des mains moins fortes pour pouvoir toucher des différents boards, etc. Et puis etc. en plus de ça, on donne une information quand on limp et quand d'autres fois on relance. Si vous relancez vos mains fortes et que vous limpez les mains moyennes, bah, moi je sais tout de suite que quand vous limpez, vous avez une main moyenne. Donc j'aurai moins peur quand il y aura roi dame 2. Je me dirai il a pas brelan droit, il a pas de brelan dame. Et après je vous fais tapis, vous faites quoi? Bah, vous êtes dans la merde. Vous avez dame 9 de pique et vous savez pas quoi faire. Tandis que si vous avez relancé, vous pouvez représenter ces mains fortes là. Et c'est ça qui est primordial. C'est pas forcément les mains qu'on a, c'est les mains qu'on représente. D'où l'importance de la range. On relance toute cette partie là. On ne limpe rien. Il n'y a pas écrit limper dans les ranges. Vous verrez, il n'y aura jamais écrit ça, sauf sinon plus de pierre si jamais il a limpé, d'accord? On ne limpe pas, on relance, on prend l'initiative, on agresse, on agresse, on agresse. Gentiment quand même. Mais voilà. Mais j'aime bien ton vocabulaire guerrier. C'est vrai que en fait, tu vas à la guerre quand tu vas au poker. Voilà, tu vas à la guerre. On prend du plaisir tout le temps. On peut prendre du plaisir à la guerre. Mais t'es là un peu pour désosser les autres, enfin, surtout dans le poker. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est très, t'es là très un peu important. pour vraiment exploiter n'importe quelle faiblesse, etc. Voilà. Et surtout, on se fait moins exploiter. Quand on fait toujours la même chose, on est beaucoup moins exploitable que quand on va limp. Ouais, c'est pareil. On peut mettre le limp quand dans le fait de relancer 2 fois et demi la grosse blinde ou relancer 5 fois la grosse blinde. En fait, on n'a pas envie de donner d'indication sur la force de notre main. On veut que toujours ce soit la même chose et que le mec en face se dise bah il a fait ça avec 2 as, bah il a fait ça avec 8 et 9 de pique, ah bah il avait aussi roi dame, merde, il a toujours quelque chose de différent. Donc on peut rien faire contre ça. Et c'est pour ça qu'on essaie d'être toujours linéaire. Et c'est exactement, on en revient à ce que disait Pierre avant, dans son coup où à la river il misait un certain montant, il mise toujours ce certain montant. Comment on l'exploite? On ne peut pas l'exploiter. En fait, à ce jeu, on veut profiler les gens, voir les adversaires et on veut les exploiter nous, mais on veut pas que eux puissent nous exploiter. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On donne pas le bâton pour se faire battre, tout simplement. Donc on prend l'initiative du coup et on va donner, et voilà, deuxième exemple aussi là on prend l'initiative et on va vous montrer aussi pourquoi on prend l'initiative, c'est qu'on veut aussi supprimer, entre guillemets, l'équité adverse, ce qu'on appelle l'équité adverse, c'est on veut pas laisser quelqu'un voir le flop gratuitement. Parce que si moi je limp, celui qui est en grosse blinde, il est là allongé sur son canapé et il va voir le flop tranquillement. Et on ne peut pas estimer quel type de main il a puisqu'il a toutes les mains du poker vu qu'on lui a pas mis une décision difficile.
il se retrouve ici à avoir juste à checker et voir le flop. Et donc on arrive sur cette magnifique main où on a notre ami Fade It sur le high roller, donc c'est quand même un tournoi assez cher, un tournoi les plus chers de la grille, surtout en semaine, donc le plus cher même. On a Fade It qui limp UTG. Donc encore une fois, je sais pas Pierre s'il avait déjà beaucoup limpé, est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Il limpait pas mal de mains, mais en fait, non, en fait, ce qui était curieux, c'est que généralement, il relançait. Là, c'est la première fois qu'il limpait. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, regardez ce qu'il vient de dire. Généralement, il relançait et là, il se met à limper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un mec qui relance tout et là qui limpe. Il est très fort, il veut faire rentrer, il est très fort, il est très fort, il est très fort, il y a trop de gens très forts ici. Mais donc, c'est intéressant. Déjà, on a une information supplémentaire. Donc, maintenant, si nous, on est en position avec une main moyenne forte, on va se dire, oh là là, pourquoi il a limpé alors qu'il relance tout le temps? Déjà, il nous donne une indication sur la force dans un sens comme dans l'autre. Donc que le mec relance tout le temps et une fois limp, c'est pareil que le mec limp tout le temps et relance une fois. Ouais. Il donne une information, il fait une différence. Il y a un truc d'action. qui cloche, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette main? Ce monsieur limp, le bouton passe, Ouais. la small blind place, et Pierre, qu'est-ce qu'il fait dans son fauteuil? Il dit allez-y, check, envoie-moi 9-9-3 s'il te plaît. Et voilà, donc il est assis, qu'est-ce qui va se passer au flop? Sachant que, comme on disait tout à l'heure, ça permet, Pierre est super confortable de pouvoir voir un flop gratuitement, alors que s'il y avait une relance, c'est une main qui va jamais défendre. Il Donc, n'aurait pas défendu cette main. Exactement. Donc ils auraient donc il a une supprimé opportunité, l'équité adverse. Là, il a une opportunité de réaliser son équité parce que toutes les mains ont une équité, même si elle est plus faible que celle des mains fortes. C'est-à-dire que là, il a totalement l'opportunité de voir un flop 3-9-9, alors que ça n'aurait jamais été le cas si l'adversaire avait relancé. Et ce qui est intéressant, c'est la cohérence. S'il limpait tout depuis le début et qu'il limpe encore ici avec une main certainement forte, c'est moins grave. Il y a une logique, ouais, Il y a une logique en tout cas. Mais là, c'est justement l'inverse. Enfin, certainement, comme vous le disiez, et on va certainement le voir. Bon, je vais pas vous spoil, mais un petit peu quand même. Mais bref, l'important, c'est d'être consistant. La consistance, c'est très important. Oh Pierre réalise son équité. Roi 3-3. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant aussi de voir les sizing, etc. Il va jouer la main de manière absolument à l'envers, mais on va pouvoir voir. Pierre va bien évidemment checker. On laisse le relanceur initial, le premier joueur. Le limper initial. Parce qu'en plus de ça, on a peur. Enfin, on estime qu'il a une grosse main quand il fait un truc de différent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse miser et là, il mise très cher. 4 blindes dans 3 blindes. À ce moment-là, Pierre, qu'est-ce que tu penses? Honnêtement, j'étais assez sûr qu'il avait paire d'as, pour être honnête. Ouais, est-ce qu'il pourrait avoir paire de roi, tu crois? Non, parce qu'il miserait pas assez cher. Vous voyez l'indication qu'il donne? Si la paire de roi, il sait qu'il est imbattable, il est tranquille, il va essayer de vous faire mettre de l'argent. Et là, il se dit, oh, peut-être il y a un 3, qu'est-ce que je fais si j'ai 2? Vous voyez ce que je veux dire? On se met dans une configuration, il nous donne encore une information. Ouais, en fait, ce qui est terrible avec sa taille de mise au-dessus du pot, c'est que je pense que même si je vais un roi, je vais probablement peut-être coller une fois et qu'après, je vais pouvoir trouver une porte de sortie. Et peut-être même directement au flop. À la turn ou à la river, parce que si on a les infos comme quoi... et donc en fait là son sizing va faire une seule chose, c'est s'isoler contre mes 3 et on va voir le déroulé du coup. Voilà. On cherche pas trop à comprendre le sizing, ça c'est plus déroulé, mais l'important ce qu'on essaie de montrer c'est qu'il est rentré avec une main avec laquelle il n'aurait jamais été là si vous aviez relancé. Donc on voit ce qui se passe après, on va aller vite. Il mise, Pierre relance, le monsieur paye, turn dame, le monsieur ou la dame bien sûr. Il mise encore un tiers du pot, payé, et river valet, tapis, et le monsieur qu'est-ce qu'il a? Il paye avec 2 beaux as comme 80% de l'assemblée avait pensé. Donc ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il nous a laissé rentrer avec une main avec laquelle on n'aurait jamais dû être là, qu'on lui a montré de la force tout le long du coup. On a su relancer, on a misé et on a fait tapis. Et là, il nous paye quand même. Donc en gros, j'ai envie de équilibrer ça en disant, vous avez tenté de faire ça, de limper votre paire d'as. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un met une agressivité comme ça alors que vous avez misé cher et la force de dire, j'ai fait un truc bizarre, j'accepte de passer. J'accepterai que vous limpiez cette main et tentez quelque chose, mais dans ces cas-là, acceptez de passer. Vous avez fait un truc bizarre, il vous a prouvé qu'il avait mieux, il ne va pas faire ça avec un roi. Donc c'est ça aussi la nuance, c'est que on tombe aussi amoureux de nos mains, et ça on y viendra un petit peu plus tard. On a paire d'as, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de prendre le maximum d'argent. Vous allez me rétorquer quelque chose. Si j'avais relancé avec mes 2 as, il aurait passé 9 et 3, j'aurais même pas pu gagner d'argent avec cette main. Bien évidemment, madame, je vous vois hocher la tête. On peut concevoir ça. Mais la plupart du temps, quand vous relancez, il y a quand même un payeur. Donc il ne faut pas avoir peur. Et tant pis, il a passé. Vous préférez sauter là et perdre? Et aller dire, ah chérie, tu te rends compte, il m'a payé avec 9 et 3, il m'a fait brelan de 3. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut pas ça. Nous, on essaie de jouer avec consistance. Ouais. J'ajouterais un truc, c'est qu'en fait, c'est un processus de pensée qui est classique chez les joueurs amateurs. C'est qu'en fait, il avait peur que ça fasse relance de blindes, payer, et qu'il s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais miser une blinde et ensuite attendre que quelqu'un relance pour que je puisse surrelancer et jouer en 1 contre 1. Peut-être aussi. Et en fait, le truc, c'est que regardez, il a eu un flop avec 3-3, il a quand même tout perdu, même si le pot faisait que 2 blindes. Donc en fait, il n'a pas du tout limité les pots cassés quand il y a 2 schémas de pensée. Voilà. Son schéma de pensée, et peut-être que le monsieur ou la personne avait peur de jouer contre 3 joueurs avec ses 2 as et de se les faire craquer.
et il se les fait quand même craquer comme ça. Et il investit tout son tapis quand même, au lieu de, à la limite, check back le flop et payer 4 blindes à la Ou turn, alors et il c'est voulait plus blindes valoriser arrière. au maximum et il se retrouve dans une situation encore plus compliquée. Enfin bref, voilà, c'était pour juste expliquer le fait de supprimer l'équité adverse. Vas-y, une petite question. Ça arrive derrière toi, ne bouge pas. Il a couru très vite là. Putain, c'est beau, hein. Ok, salut les gars. Salut. Salut. Tu le vois sur paire d'as pré-flop, mais tu le vois pas sur paire de roi. Parce qu'il fait 4 blindes au flop. Post-flop, post-flop. On l'a expliqué, on l'a dit au début. Après, Vas-y, mais vas-y, c'est- vas-y. Non, mais du coup, pourquoi en fait C'est ce qu'on a dit. Non, non, tout à l'heure. alors moi, Je sais j'étais pas sûr qu'il avait paire d'as. Hein. Il aurait pu avoir un truc comme paire de dames. De temps en temps, ça se trouve, il avait juste un 7-3 suité, j'en sais rien, ça peut arriver, Voilà. je n'étais pas sûr. Mais après, une fois qu'il fait 4 blindes au flop, t'es sûr qu'il a pas paire de roi parce qu'il voudra te garder dans le coup, c'est sûr et certain. Si t'as paire de roi sur roi 3-3, tu vas faire une blinde et demie ou même check, Ouais, mais parce tu qu'en vas plus jamais de ça- envoyer 4 dans 3, c'est impossible. L'importance quand on mise, comme je disais tout à l'heure, c'est on veut soit valoriser, soit bluffer. Donc quand tu as paire de roi sur roi 3-3 et que tu veux valoriser ta main, tu as envie d'être payé par quelque chose. Donc si tu as paire de roi et qu'il y a un roi, il reste plus qu'un roi dans tout le paquet et des 3. Donc tu cherches, en plus de ça, vu la profondeur, encore une fois, des tapis, même si tu mises petit, tu vas réussir à tout prendre s'il a un roi, Ouais, si tu puisque- le souhaites. C'est ça qui est important, comme j'expliquais, les tapis effectifs, tout ça, si on analyse tout ça, il n'y a pas besoin de miser aussi cher. Parce que de toute façon, si j'ai un 3 et qu'il a paire de roi, je vais check raise le flop, je vais miser la turn. Tu vas tout prendre. Si la paire de roi et que j'ai un 3, bravo à lui. Et de toute peut-être façon, il même prendra qu'il un aurait tour. checké avec paire de roi pour se dire ah je vais essayer qu'il touche quelque chose parce que tu as envie qu'il touche quelque chose quand même. Donc en fait c'est vraiment important de prendre tout en considération. Même c'est pas ce qu'on essaie de montrer là. Ce qu'on veut montrer c'est C'est qu'on de a limper envie pas. aussi Ouais. de supprimer l'équité adverse. C'est un jeu d'équité, on a toujours un pourcentage de chance de gagner. On n'a pas envie de laisser qu'il ait le pourcentage gratuit quoi. Je l'aime bien mais j'ai pas envie qu'il voit son flop gratuitement. Donc on va continuer avec ça. Donc on a dit l'équité adverse, on supprime ça. Voilà, ok. Donc on en revient à ce que disait Alexandre tout à l'heure. Donc pourquoi on prend l'initiative? Quand on a des vraies mains, on a envie de faire grossir le pot. On a envie que les pots soient conséquents. On a paire d'as, on a envie que les gens mettent de l'argent avec roi dame et que ça vienne roi 3-3, je t'ai vu. Roi 3-3 et qu'on puisse justement gagner des jetons contre cette main-là. Donc on veut faire grossir les pots au maximum avec nos meilleures mains et avec nos mains qui ont un potentiel intéressant, valet 10, valet 10 suité, dame valet suité, roi dame suité, qui font des mains fortes. Donc on veut faire grossir les pots. Ça c'est une autre... Pour revenir là-dessus, parce que c'est un concept qui va aussi être important post-flop, parce que c'est vraiment le concept aussi d'avantage de range, c'est-à-dire que la raison pour laquelle vous avez envie de faire grossir le pot et d'investir de l'argent, c'est qu'en fait quand vous êtes relanceur et par exemple vous savez que ça va défendre en small blind, en big blind, en fait vos adversaires doivent payer le prix du fait que vous avez des bonnes mains dans votre range, du fait que vous allez relancer des mains. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voir le flop gratuitement, ils ne peuvent pas s'engager dans le coup sans rien payer. Et de la même manière, quand vous allez voir un flop, que vous avez plus de mains fortes que sur ce flop, par exemple, vous allez pouvoir miser plus cher ou faire ce genre de choses, parce qu'en fait, ils doivent toujours payer une contrepartie du fait que là, vous êtes devant eux à ce moment-là précis. C'est très bien. On a une petite question ici, Oui, pour finir avec le passif. Voilà, une petite question pour les limps. Quand on est en premier parole, donc UTG plus 1, plus 2, avec des petites paires, est-ce qu'on limp ou on relance? Pas de limp. On a dit quoi? Jamais, Alors là, jamais par limp. contre, je vais... Carton Non, rouge, Vous n'avez pas monsieur. été Non, attentif, c'est pas ça. monsieur. Il y avait une cravache Non, hier non. qui tournait. J'ai entendu, mais est-ce qu'on peut se permettre de limper avec paire de 2, paire de 3 Jamais. histoire Est-ce de- qu'on a dit Aucun on limp. a dit quoi justement? Aucun limp, mais Aucun limp. c'était... Interdit. Donc vous voyez, quand on dit aucun limp, c'est à bannir. C'est pas est-ce qu'on peut limper, puisqu'on a dit on bannit. On ne veut vraiment pas de limp. Parce qu'encore une fois, si tu limpes rien et tu limpes que ces mains-là, moi je sais que tu as toujours une petite paire. Le flop il vient roi 5-2. Si tu check, bah j'ai gagné. Hier, il a eu carré au flop sur un limp de paire de 3. Et s'il avait relancé, il avait fait carré aussi, il aurait peut-être gagné plus d'argent. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est important en fait. On ne doit pas être résulte. Si je me fais sur-relancer avec la paire de 3, C'est ça la c'est problématique. là où je sais pas ce que je dois faire. En fait, encore une fois, tu vas avoir tes ranges. Et avec tes ranges, tu vas savoir ce que tu dois faire pré-flop selon ton tapis. Si tu as 30 blindes, paire de 3, tu devras jamais relancer pré-flop. Parce que justement, c'est pas une main avec laquelle tu vas faire brelan une fois sur 9. Donc c'est très rare de faire brelan et de gagner beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que vous préférez limper, parce que vous économisez, vous perdez moins d'argent dans ça. Ce que je peux concevoir. Mais encore une fois, tu limpes, t'es passif, tu limpes une blinde. Moi, je vais te relancer 5 blindes. T'as envie de payer 5 blindes avec ta paire? Tu vois pas le 3, t'as perdu 5 blindes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors que tu as relancé 2 blindes et le flop il vient roi 8-2, tu mises, et ben ça se trouve les gens vont passer et tu as gagné le coup. Alors que là tu vas toujours perdre le coup. C'est vraiment l'importance de l'initiative. Voilà, on va continuer. Du coup là on a eu tout ce qui était passif. Et maintenant qu'on a compris toutes les ranges et que vous êtes vraiment des professionnels, on peut passer au flop. Ok. Donc maintenant, pourquoi et quand est-ce qu'on s'ébête? Parce que souvent vous relancez pré-flop et vous arrivez au flop et vous dites merde, qu'est-ce que je fais? J'ai paire de 7 et le flop c'est As-5-2. Est-ce que je dois miser? Peut-être qu'il y a des As, peut-être pas ça. Donc là on va arriver avec la partie technique de notre ami Pierre. Donc pourquoi et quand est-ce qu'on s'ébête? On a une main pour ça ou pas? Ouais, mais d'abord, Elle arrivera, mais d'abord, vas-y, d'abord tu vas en fait, détailler on un va peu ça, expliquer quand est-ce qu'on s'ébête, parce qu'il y a énormément de Je te coupe une situations petite seconde, différentes. excuse-moi. Le C-bet, c'est le continuation bet. On a relancé pré-flop
et on se retrouve à quand est-ce qu'on met une mise de continuation. On a relancé en premier, donc Est-ce c'est à qu'on nous de continue, parler. littéralement Est-ce qu'on continue notre agression? Pardon, vas-y. C'est utilisé un peu à tort et à travers, honnêtement. En fait, tout va découler des ranges préflop. Une fois que vous les avez visualisés, que vous voyez en fait, vous allez tout de suite pouvoir voir quels flops vont vous avantager et quels flops vont vous désavantager. Vous avez relancé un premier de parole et ça vient As-Roi-Dame. Ça vous avantage par rapport à la grosse blinde qui va avoir plein de 4 et 5 dépareillés, Dame 6 suité, plein de mains plein de mains, très peu de mains fortes. En revanche, ça va venir 4, 5, 6 tout à pique. Vous avez relancé un premier de parole. Ça sera un flop sur lequel vous allez devoir être extrêmement prudent puisque vous allez avoir plein de mains qui ont manqué, des As-Roi, des As-Dame, des As-Valet, etc. Et vous allez aussi avoir plein de mains qui ont simplement une paire d'As sans pique sur 4, 5, 6. Il va falloir faire gaffe et ne pas tomber amoureux de sa main. On va le voir plus tard. Exactement. Et donc, toujours vous dire, est-ce que ce flop m'avantage énormément? Si la réponse est oui, vous misez toutes vos mains. Est-ce que ce flop m'avantage moyennement? Vous allez miser assez souvent. Et m'avantage pas du tout. Vous allez très peu miser pour très cher. Et il y a plein de... Franchement, honnêtement, c'est très difficile à maîtriser. Vous allez voir une main qui n'est pas forcément bien jouée de ma part. C'est un flop où on va devoir miser toutes nos mains, mais le sizing est un peu cher. Bon, c'est un peu des détails, mais c'est pour vous dire que là, ici, on relance en early, c'est-à-dire une range qui est très chargée en As, ça va venir As, As, X. On n'est pas si early que ça parce qu'on est quand même 6 à table. Ouais, mais ça reste un... Ouais, hijack. Ouais. Et on a un flop avec lequel il va falloir miser toutes nos mains. Ici, c'est un petit peu cher, j'ai fait mi-pot. Il va falloir plutôt faire un quart du pot, mais voilà, c'est un spot. Moi, j'ai une question classique. dans l'audience. Est-ce que vous misez au flop sur ce flop? Levez la main ceux qui misent au flop. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Donc, il y a même pas la moitié. Il y a la moitié à peu près qui mise au flop. Donc, vous voyez là où Pierre dirait qu'il faudrait quoi qu'il arrive miser. Bah, il y a déjà la moitié des gens qui finissent par checker. Et donc, moi, si vous checkez, j'ai valet 10 au bouton, je mise et je vous prends le coup et vous passez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Mais vas-y, Ouais, continue c'est très bien. ce que tu disais. Non, après, c'est vrai que... et il y a aussi des flops où, par exemple, il va falloir se retenir de miser. C'est que, par exemple, ici, si ça vient 4, 5, 6 et que vous avez touché votre brelan, oui, il va falloir... c'est encore plus loin. Là, on voilà, essaie de les faire ces bêtes, surtout, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça ne dépend pas de votre main. Ça C'est va de la dépendre de range. l'interaction de votre éventail de mains avec le flop. Clairement. D'où l'importance des ranges pré-flop. Et ça, c'est vraiment primordial parce que les ranges qui sont pré-flop, elles arrivent au flop, au turn et à la river. Elles continuent, on a toujours les mêmes mains et on réduit l'éventail de ce que la personne peut avoir. Allez-y, madame. Oui, bonjour. 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 En fait, ça dépend quand même du nombre de joueurs. Merci, oh oui. Vous avez suivi depuis le début, ça fait plaisir. Non, je viens de m'asseoir. Non, vous n'avez pas suivi? Ah ok, bon bah merci. Ok. Ça dépend du nombre de joueurs qui vous a suivi. Bien évidemment. Parce que forcément, s'il y en a 3 qui vous a suivi, il y en a forcément un qui a un as. Non mais Ça pas grand... Enfin, quelqu'un qui a un tirage couleur va vous suivre quoi qu'il arrive. Ouais, mais vous allez faire passer plein de mains comme roi 8 de pique, Oui, comme oui, valet 10 dépareillé chez la grosse main. D'accord, mais enfin, en tête à tête, pourquoi pas, mais à 4 ou à 5 ou à 6, Ouais, c'est un peu compliqué. ah bien sûr, s'il y a 5 joueurs qui ont payé, là il n'y a que 2 joueurs qui ont payé. D'accord, c'était ma question. Ah oui, ça c'est. En fait, on a expliqué depuis le début que l'important c'est la position à table, les blindes, le nombre de tapis qu'on a. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Voilà. Peut-être que vous venez d'arriver, vous n'étiez pas là depuis longtemps. Ouais, non, je viens d'arriver. Ah voilà, c'est pour ça, madame. En fait, on a eu un déroulé qui expliquait, et là justement, on va sur certains détails. Donc là, on est qu'en tête à tête. Là, on est 3 joueurs est parce qu'il y a la 3. grosse blinde qui a payé aussi, mais la grosse blinde a moins d'as. En tout cas, il y en a 2. En tout cas, voilà, ça Ok. c'est Pierre qui nous explique et qui va au bout de ça. Mais merci pour votre question. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous contenter de miser que des mains très fortes ici. C'est-à-dire que si jamais vous misez que full et as valet plus, quand vous misez, les joueurs vont pouvoir folder tranquillement des dames, vont pouvoir folder tranquillement des as petits, etc. et jouer parfaitement. Donc il faut être, comme disait Julien, être un petit peu illisible et équilibrer ses ranges. Et ici, paire de 4, franchement, il y a beaucoup de choses bien qui vont arriver. Vous allez faire folder paire de 6 chez la big blind, vous allez même faire folder une main, je sais pas, comme valet 10 de trèfle chez le bouton par exemple, ou peut-être au 9-10 de trèfle chez le bouton, des choses comme ça, des rois valets avec un valet de carreau, roi 9 avec un roi de carreau chez la Vous big voyez, blind. pour rebondir sur ce qu'on disait Ouais. juste avant, c'est important. Quand on disait supprimer l'équité adverse, donc on pensait pré-flop dans le limp et la relance, et on arrive ici aussi. Là, quand on mise et que le monsieur a quelqu'un à 8 et 9 de trèfle, il va passer. Tandis que quand on check et que ça fait le 9 turn, on lui permet d'avoir une équité, de toucher quelque chose qui va nous battre. Donc on protège un peu notre main aussi quand même, quoi. On cherche pas à faire passer un as ni une dame, on est Exactement. clair.
C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on ne cherche pas forcément à faire passer certains types de mains. On sait qu'on va être payé par d'autres mains, des tirages couleurs et des choses comme ça, mais on doit avoir quelque chose de consistant et un équilibre. On essaie de jouer un peu de la même manière, pas mal de mains, pour pouvoir être illisible, quoi. Il faut avoir une vision globale en fait des éventails de mains adverses. Et ici, ben oui, de temps en temps, on va se heurter à un as, mais aussi de temps en temps, ça va faire fold et on est hyper content, quoi. Clairement. Encore une fois, c'est vraiment une question de globalité et la question d'avantage de range, c'est en fait à chaque fois que vous avez un flop, vous savez ce que vous avez en main, vous savez est-ce que le flop avantage votre range à vous, mais il faut aussi penser à la range de votre adversaire. C'est-à-dire qu'en face, vous êtes bouton et qu'il y a un flop qui ne vous avantage pas, mais qui avantage la big blind, vous n'allez pas jouer pareil que si un flop qui vous avantage que vous. Et inversement, des fois, vous allez avoir des flops qui n'avantagent ni l'un ou ni l'autre en fonction de la position et sur lequel vous avez des mains fortes, votre adversaire a des mains fortes également. Mais là, comme il a dit, ce qui est très important, c'est le concept d'équité, parce que vous pouvez vous dire, bon, vous avez 4-4, vous avez une main qui est faite, vous pouvez peut-être aller jusqu'au showdown et puis advienne que pourra. Vous êtes 3 dans le coup, c'est-à-dire que là, bouton, il y a un éventail de mains qui est quand même relativement large. Il y a des mains, par exemple, avec 2 overs par rapport à vous, avec des backdoors, ce genre de choses, des mains qui, quand vous allez bet, vont directement fold dès le flop, alors que si vous faites check, 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 il peut trouver une paire, il peut trouver un tirage couleur et puis flush à la river. Et donc l'idée, c'est que vraiment de voir sur le long terme, de voir sur l'action que vous prenez, tous les choix que vous faites doivent être réfléchis et emmener des seconds choix et des troisièmes choix. Donc là, en fait, l'idée de bet dès le flop de Pierre, c'est parce que déjà, il y a une réflexion globale de est-ce que le flop m'avantage? Oui, dans ce cas, j'aime bet, mais du coup, avec beaucoup plus de mains que juste des mains qui sont très fortes. Et pour commencer à bet des mains qui sont moins fortes, l'idée, c'est que je fold des mains, soit qui sont déjà meilleures que les miennes et c'est génial, soit des mains qui sont pas meilleures que les miennes, mais qui ont quand même de l'équité par rapport à moi et je suis pas super content en fait de les laisser checker gratuitement, alors que si elles veulent réaliser leur équité, qu'elles payent en fait. Voilà, pour résumer, c'est on connaît nos ranges, on connaît les ranges adverses et on vient d'ajouter quelque chose qui est l'avantage de range. C'est ça qu'on essaie de comprendre là-dedans dans ce truc-là, c'est qu'on est censé avoir des mains plus fortes, donc on mise et on est censé avoir un éventail de mains qui est très important et qui nous permet du coup de miser sur ce type de board-là parce qu'on peut avoir des as et qu'on a plus de ça. Donc c'est ce qu'on rajoute ici avec toutes les notions qu'on a vues avant qui sont valorisées, bluffées. Avec cette main, peut-être qu'on bluffe en faisant passer paire de 6, paire de 7, ou en même temps, on valorise contre un tirage couleur aussi, ou aussi on fait passer des mains qui ont de l'équité. Donc c'est vraiment qu'on s'en équilibre un peu. Et aussi, comme vous voyez que c'est un grand château de cartes finalement, où il y a les fondations du préflop, etc. Après, on va construire des étages. C'est une main qui va devenir un bluff, par exemple, sur des carreaux pour essayer d'aller bluffer une dame, voire Exactement. même sur certains, ça vient de 10 de carreaux 9, par exemple, on va essayer d'aller bluffer un as, par exemple. Essayer de faire folder un as. Là, on va vraiment plus loin dans la théorie. Là, c'est un peu compliqué maintenant pour vous et je le conçois et je le comprends parce qu'on se met dans des situations qui peuvent nous paraître délicates, mais ça fait partie du poker et ça fait partie de ce que vous ferez peut-être d'ici 1 ou 2 ans et c'est ce qu'on a envie de vous amener à faire plus tard. Mais donc comprendre déjà ces bases-là, c'est primordial. Parce qu'en fait, c'est facile, si vous avez As-3, c'est facile à jouer. Vous misez, vous voulez faire payer. Ce qui est dur, c'est quand on a paire de 4. Voilà, ce qui est dur, c'est quand on a 8-9 de trèfle. Ce qui est dur, c'est tout ça, c'est quand on a ces bottom de range qui doivent. Est-ce qu'on doit les bluffer? Est-ce qu'on doit les passer? Est-ce qu'on doit les laisser bet? C'est là où il faut progresser parce que tout le monde sait jouer As-Dame sur ce board-là. En fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que c'est important d'accepter de ces bêtes des mains qui nous paraissent pas bonnes parce qu'on estime qu'on a peut-être la moins bonne main mais qu'en fait on va faire passer des mains. C'est cette crainte là qu'on veut essayer de vous enlever. C'est qu'il y a des flops, on doit toujours miser parce qu'on est quoi? On est l'agresseur, le relanceur initial, ce qu'on a dit juste avant. On prend l'initiative. Il y a une petite question chez madame et on va passer à la suite. Moi je voulais juste savoir parce que là si j'ai un as, j'ai pas envie de miser. C'est justement ça. C'est pour ça qu'on se permet de miser paire de 4 parce qu'on veut aussi miser nos as pour commencer à valoriser parce que quand on a un as, on a envie de miser qu'il y ait une dame qui nous paye, qu'il y ait les tirages couleurs qui nous payent, qu'il y ait roi-dame avec un roi-valet avec un carreau qui nous paye. C'est-à-dire que si vous checkez et que ça check encore, on a perdu une mise de valorisation à un moment. Parce qu'en fait, regardez, quand vous allez miser, c'est toujours les mêmes mains qui vont vous payer. Quand vous allez checker, ces mains-là, elles vont checker. Donc au final, vous n'allez pas gagner grand-chose. Peut-être que vous allez permettre d'un 8 et 9 de troucher un 9 à la turn, et peut-être hypothétiquement de vous payer quand vous allez miser, mais peut-être qu'il ne va même pas vous payer parce qu'il va se dire « Ah, elle a checké, c'est sûr qu'elle a un as ». Parce que moi, je connais ma théorie, je me dis que sur ce board-là, vous devez toujours miser. Si vous ne misez pas, c'est bizarre, il y a anguille sous roche. Donc je vais être plus précautionneux derrière et je vais peut-être moins investir. Alors que si vous misez, moi j'ai paire de 8, je me dis elle mise tout le temps sur ce flop, peut-être que je vais payer une fois et je vais voir. Vous voyez ce que je veux dire? On rentre dans un système de pensée qui est très très important de qu'est-ce qu'on fait en général. On ne veut pas non plus toujours trop slow player ces grosses mains. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout sur un KO. Surtout sur un KO, c'est quand même impératif d'essayer d'aller mettre les tapis au milieu. Bien sûr. Si vous commencez à checker, ça fait check, 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 vous n'allez plus pouvoir prendre le KO de la big blind. Voilà. Donc en fait, vous perdez déjà une strip de. En fait, c'est un jeu où on a pré-flop, au flop, au turn et à la river. On a 4 possibilités de prendre de l'argent au joueur en face. Si vous limpez pré-flop, vous perdez de l'argent. Si vous checkez au flop, vous perdez de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y en a un qui mise, du coup, je peux revenir dessus? Ouais, mais avec des clairement. Bien sûr, vous avez raison. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui va miser.
Est-ce qu'il mise une main qui va vous payer ou est-ce qu'il va miser des bluffs? Et c'est là où c'est intéressant si on rentre dans une autre dynamique. Si vous estimez qu'il peut bluffer, on peut commencer à faire des choses différentes. Mais c'est ça qui est important. Bluffer sur des boards As, As, Dame, les gens ils ont toujours peur que vous ayez un As et que vous ayez fait ça. Et du coup, quand ils misent, ils ont souvent quelque chose. Donc là, vous relancez et peut-être que vous allez faire passer parce qu'il va se dire oh c'est trop fort, elle a forcément un As et il va passer son Roi Dame tout de suite. Alors que si vous misez une fois et deux fois, peut-être qu'il va payer en disant elle a tirage couleur, elle essaie de me bluffer. Enfin, elle, la personne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un truc d'équilibrer. Mais je comprends votre argument. Il faut le voir sur le long terme et sur contre. Encore une fois, on part sur quoi? Les profils adverses et toute l'analyse qu'on a faite en arrivant à table. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'espère que j'ai pu être clair avec ça, puis vous aider. Merci, oui. De rien. Donc on va continuer. Donc pourquoi et quand c'est bête, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on a vu qu'on s'est bêté par rapport à notre avantage de range. Et voilà, alors ça va être très clair. Je vais la faire simple. Le donk bet. Est-ce que vous savez tous ce qu'est le donk bet? Oui, oui, vous avez l'air de tous savoir. Le donk bet, je vais prendre l'exemple clairement. La main qu'on a vue juste avant. Il y a un relanceur, quelqu'un qui paye au bouton, et vous payez en grosse blinde. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est en grosse blinde à ce moment-là et qu'il y a un flop qui arrive? On laisse toujours la place au relanceur initial. Je vous ai dit, le relanceur initial, c'est quoi? C'est l'agresseur, c'est celui qui prend l'initiative. Donc on veut toujours lui laisser la place pour qu'il nous donne une information. S'il check, s'il mise, il nous donne déjà une information. Si on se met directement à donk bet, c'est-à-dire qu'à parler pas à notre place, entre guillemets, bah, qu'est-ce qu'on fait? On donne une information à l'adversaire. Imaginons que le flop soit Roi 5-2 et vous avez Roi 9. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je vais miser. Vous misez, bah moi je suis à côté, je me dis oh là là, elle a toujours un 9, elle a toujours quelque chose. Et je me dis peut-être que moi j'ai paire de 10, bah, je vais passer tout de suite. Alors que j'aurais peut-être C bet et que vous auriez gagné déjà un peu d'argent. Donc en fait, vous ne voulez surtout pas donner une information. Plus tard, on verra pourquoi est-ce qu'on peut faire ça dans les années. On reviendra à Paris l'année prochaine, on fera une masterclass plus poussée, vous serez tous là, et ça sera intéressant aussi. Mais à l'heure actuelle, on veut bannir le donk bet. Pourquoi? On ne veut pas donner d'informations à notre adversaire, et on veut prendre l'information de ce qu'il fait. On continue, donc on va être sur la troisième et dernière erreur. Donc ne regardez que sa main. Mais là, ça va être un peu générique parce qu'on va rebondir un peu sur tout ce qu'on a fait depuis le début. C'est l'environnement de la table. Regarde, on a déjà fait. En fait, on résume clairement. C'est important de savoir combien est-ce qu'il y a de joueurs dans le coup, quelles sont la position des joueurs, le profil des joueurs, tout ça on l'a déjà vu. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Et après on a tous les paramètres extérieurs. Quel est le buy-in? Si c'est un buy-in cher et que la personne est habituée à jouer pas cher. Donc c'est aussi des informations sur les joueurs. Et des informations que vous avez vous et qui sont sur vous aussi. Si la première fois que vous jouez un tournoi à 500 € qui est très cher pour vous, vous avez l'impression que vous allez jouer différemment. Vous allez donner des informations aussi. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Faites gaffe, vous allez arriver, par exemple, vous allez dire moi c'est hyper important que je fasse ITM, oui. C'est ça, on va savoir qu'on va pouvoir vous agresser Vous à fond, exploiter, à fond. Vous arrivez, vous dites moi je m'en fous, j'ai pris mon ticket, je m'en fous de faire ITM, moi je suis là pour m'amuser. On sait qu'on va peut-être moins vous bluffer, donc ne donnez pas d'informations gratuites, même sur le ton de la plaisanterie, même sous ça, jamais. Vous pouvez les faire, mais à l'envers. C'est vous qui devez dominer ça aussi. Quand on parle d'être relanceur initial, on parle d'être agresseur, on parle de maîtriser son sujet. Moi, je vais être à table avec vous, je vais vous parler. Je sais pourquoi je vous parle. Je sais tout ce que je vous dis et pourquoi je vous le dis. Là, on va très loin, mais c'est quand même important. C'est de la psychologie, c'est un jeu de psychologie. Et si vous êtes tous là, c'est que vous aimez, vous êtes passionné de ce jeu-là et que vous aimez aussi l'interaction sociale. Sinon, vous serez chez vous devant votre ordinateur. Et je pense qu'on aime tout ça. Donc on va continuer avec ça. C'était vraiment important de voir tous ces paramètres-là. Et on arrive sur un des derniers paramètres, ne pas tomber amoureux de sa main. Est-ce que vous êtes déjà tous tombés amoureux de votre main une fois? Bien évidemment. Levez la main tous les amoureux de leur main. Oh oui, oh oui. Ah, là, on a une réponse franche, là. On aimerait bien lever ta main. Alexandre, est-ce que tu peux lever ta main, non? Avec plaisir. Moi, je tombe souvent amoureux de ma main, j'accepte. Bon, c'est très important de ne pas tomber amoureux de sa main. Pourquoi? Parce que on a appris les concepts de range, on a vu les ranges, donc on estime nos ranges, les ranges adverses et les interactions avec le flop. Comme disait Pierre tout à l'heure, si on a deux as noirs et que le flop c'est 4, 5, 6, 7, tout à cœur. Oh mais j'avais deux as, putain, mais tu te rends compte, j'ai perdu, il avait 8 et 7 avec un cœur. Vous vous rendez compte ce que je veux dire? C'est très important de ne pas tomber amoureux de sa main. On va avoir une main pour ça, qui est très intéressante aussi. Donc cette main, c'est une main qu'a joué Pierre encore, parce que Pierre joue beaucoup. Ouais, bah très classique, hein, on relance au bouton, on se relance avec As-Roi de cœur, en value, total. Et on est payé par le joueur en grosse blinde. Et là, ça, en fait, sa range, elle est facilement définissable. Hein, c'est assez atypique. Ouais, de valets, de 10, ouais, de valets, de 10, de 9, As-Dame, des choses comme ça. Exactement. Et donc, en fait, on va pouvoir abandonner notre main assez facilement sur un grand nombre de voilà. Je vais poser une petite question encore parce que c'est intéressant. Quand vous avez une relance du bouton et que quelqu'un surrelance de la petite blinde, est-ce que vous, en grosse blinde, vous avez envie de payer certaines mains? Est-ce que vous payez directement des surrelances? Genre si vous avez paire de 6 ici, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous payez ou est-ce que vous passez? Ceux qui payent lèvent la main. Payez. N'hésitez pas, vous avez 100 blindes, n'hésitez pas.
Donc vous voyez, c'est important déjà de voir quel type de main vous pouvez avoir. Et si vous avez As-Dame, est-ce que vous payez ici? As-Dame, est-ce qu'on passe? Monsieur paye, payez, ça paye. Est-ce qu'il y a des gens qui surrelancent avec As-Dame? Personne. 1, 2 sur relanceur, 3, vous avez... Oh, courageux. Non, relance au bouton, surrelance en petite blinde et vous êtes en grosse blinde à la place de I wanna be. Est-ce que vous surrelancez? Donc vous voyez, il y en a qui surrelancent. Levez la main ceux qui surrelancent. On n'est pas beaucoup. Donc en fait, c'est toujours pareil, les ranges et on définit. Donc Pierre a défini la range de la personne I wanna be qui a payé la surrelance de Pierre alors qu'il n'était pas investi dans le coup. Et donc tu nous as défini ça comment? Bon, c'est très classique, hein. C'est les mains super intuitives, de 10, de 9, de valet, As-Dame, des choses Là, comme on ça. est sur le high roller, donc on a un tournoi assez cher, donc on n'estime pas qu'il va y avoir paire de 3, paire de 4, paire de 5 ou roi-dame ou des mains moyennes. On estime que la personne a quand même des mains fortes et on peut enlever peut-être paire d'as, paire de roi que peut-être il aurait surrelancé. Sur 100%. Ouais, voilà, 100%. selon Pierre. Donc, la range est très facilement définissable. Donc on arrive au flop, sur un flop dame 8-2 avec 2 piques. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec notre as-roi de cœur? On n'est pas content. Est-ce que vous avez envie de miser parce que vous voulez représenter une main forte? Ou vous préférez tout de suite abandonner? C'est là où c'est important. Et donc Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Bah ouais, en fait, il faut comme on dit, c'est une main qui est extrêmement forte pré-flop. On est très très content de l'avoir ici, small blind Exactement. contre big blind contre bouton. Mais on a des pires flops possibles qui frappent vraiment l'éventail de mon adverse. Et ici, il y en a beaucoup de joueurs qui diraient bah, je vais payer une fois ou je vais c-bet parce que je représente la force. Mais en fait, on se rend compte que l'interaction entre la range adverse et le board est horrible pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais la meilleure main. Clairement. Et au-delà de ne pas avoir la meilleure main, qu'est-ce qu'il a dit Pierre? La range de main qu'il met sur le joueur, c'est paire de 9, paire de 10, paire de valet, as-dame. Donc on se retrouve sur un flop dame 8-2. Quand on va miser ici, quoi qu'il arrive, il va nous payer. Parce qu'il va passer aucune de ces mains-là. Il va toujours payer au moins une fois. Donc on se retrouve avec investir de l'argent en se disant pourvu de toucher un as, pourvu de toucher un roi. Et encore une fois, si on touche un as ou un roi, et que lui a paire de 9, paire de 10, c'est même pas dit qu'on gagne de l'argent derrière. Et il peut aussi avoir as-dame, et on se retrouve dans un coup où on va perdre tout notre tapis. Il y a une petite question qui arrive à gauche, je le sens. Ouais. Là, je comprends pas très bien pourquoi on s'ébête pas. Intuitivement, j'aurais envie de me dire j'ai un avantage de range sur le joueur à ma gauche. Clairement, mais je viens de te le dire à l'instant. Ouais. Je suis désolé de dire ça, je sais pas si tu as Ouais, entendu. mais j'ai En pas gros, compris justement. Bah voilà, c'est très bien que tu reposes la question, peut-être d'autres n'ont pas compris. On a estimé les ranges. Donc nous, on a un avantage de range, certes, parce qu'on a surrelancé. C'est ce qu'on se dit. On peut surrelancer des mains fortes, on peut aussi surrelancer des bluffs. Mais lui, quand il paye la surrelance, il a pas de bluff en fait, parce qu'il ne prend pas d'initiative. On a dit qu'il avait des mains fortes et on lui mettait paire de 9, paire de 10, paire de valet et as-dame. Donc toi, tu veux représenter une main forte, donc tu vas miser ici. Et maintenant, il va payer, parce qu'il va toujours payer. Là, si tu as paire de 10, paire de valet, paire de 9, tu vas pas passer maintenant sur dame 8-2. Tu passerais toi? Non, mais par contre, du coup, si ça second bar turn, là, je suis bien embêté. D'accord. Parce que, mais en plus, avec As-Roi, on bloque As-Dame. Ça, c'est vrai, tu bloques des mains, c'est très intéressant d'aller là. Donc, tu vas un peu plus loin dans la théorie. Mais en fait, on va être sur des profils où on se dit qu'il y a des mains qui sont très fortes. Et en gros, ça veut dire qu'en gros, tu décides tout de suite de partir sur une transformation en bluff qui va forcément te coûter 1, voire 2, voire 3 barrels. En sachant que tout de suite au flop, tu vas être payé quoi qu'il arrive. Et en fait, il n'a pas vraiment d'amélioration intéressante parce que sur les rois et sur les as, ce que je disais, c'est des mains qui vont avantager notre range. Donc l'autre va finir par passer, donc on ne va pas plus prendre de value quand on aura touché quelque chose. Et par contre, quand on ne touche pas et qu'on veut miser, on ne sait pas si le mec va nous croire ou pas nous croire aussi. Et on estime un certain type de range, il peut avoir de 9 comme il peut aussi avoir brelan de 8, il peut aussi avoir de dame peut-être. Et on rentre dans des mains très fortes avec une main qui a très très peu d'amélioration. Et surtout, c'est que quand tu vois ce profil-là, tu peux déduire que c'est probablement pas un très bon joueur et que lui va tomber amoureux de sa main et que il va dire je suis contre le viet fou et si de valet je vais tout call. Et encore une fois, tu vois, c'est l'image qu'on peut représenter ou les cartes qu'on peut représenter. Nous, on a une claire image de ce qu'il peut avoir. Donc il peut se dire aussi, ah, il pense que j'ai toujours 2-10 de valet, il va essayer de me faire bluffer pour me faire passer la main. Et on tombe amoureux de notre main et on paye et on paye. Donc dans ces cas-là, nous, on est professionnels, on estime qu'on va essayer de faire le moins d'erreurs possible. Allez, vas-y, c'est pas grave, on a perdu 9 blindes et on verra un autre coup. Non mais en vrai c'est possible que théoriquement ça soit juste un c-bet. Mais en fait théoriquement ça sera pas parce que ça n'existe pas call, ça n'existe pas donc on pourra pas savoir. Mais c'est possible que c'est un board qui soit ok pour nous, surtout s'il commence à flat des trucs genre paire de 6, paire de 7. C'est ça, en fait là on mais peu importe, là on est vraiment niveau, quand vous jouez contre un adversaire comme ça sur un tournoi comme hier, qu'il a payé le 3-bet comme ça, il a tout le temps un truc genre As-Dame, tout le temps un truc de valet.
Et franchement, ne vous embarquez pas, laissez-lui le coup, c'est un board qui est plus pour lui. Ouais. Et par contre, quand vous touchez, vous lui envoyez des sacoches et vous essayez de gagner un peu. C'est ça. Voilà, cet exemple de main-là, c'est intéressant. On aurait préféré avoir une main encore plus forte pour comprendre le fait de tomber amoureux de sa main. On a eu ça comme exemple parce qu'on a réussi à trouver ça. On peut débattre du point de vue de ces bêtes, etc., ce que disait Pierre, et je suis assez d'accord aussi. Maintenant, on essaie d'expliquer que parfois, il faut réussir à abandonner sa main et ne pas tomber amoureux de sa main. C'est vraiment important, ce concept-là. Vas-y. Oui, moi, ma question, c'était pré-flop. Parce que Pierre met la range de la big blind sur paire de 9+. Ouais. Est-ce qu'avec la profondeur et la cote, on ne peut pas payer n'importe quelle paire pour aller chercher le brelan? Franchement, bannissez, on l'a dit, hein, bannissez un peu ça. Ça doit peut-être un peu exister d'un point de vue, je sais pas, j'imagine de temps en temps qu'il doit y avoir peut-être 2 valets ou as-dame suit qui veulent peut-être call, j'en sais rien, ça peut, je sais pas. Non, il parle de pré-flop. Payer toutes les paires pré-flop. Tu parles de small blind ou big blind? Big blind. Big blind. En fait, comme il dit qu'on est 100 blind deep en big blind, si on paye paire de 9, paire de 10, pourquoi on paierait pas paire de 4, paire de 5 pour essayer de faire brelan? C'est moins fort. Non, c'est moins fort, ouais. Il y avait une petite dernière question. Oui, en fait, ma question, c'était j'ai plus envie de ces bêtes un 2 de cœur en fait qu'un 2 de carreau. Parce que j'ai des backdoor cœur et quinte. Clairement, c'est pour ça là qu'on a vraiment pris celle-là où on a As-Roi de cœur. On n'a pas de backdoor couleur. Déjà, le backdoor couleur nous donne un peu plus d'envie parce qu'on va pouvoir bluffer avec une main qui aura de l'équité après. Si par exemple le flop c'est Dame 10-2, même s'il peut avoir des brelans, on peut faire quinte qui va nous donner une main absolue. On peut faire des tirages couleur derrière. Donc en fait, ça va changer forcément. Là, on a pris vraiment celle-là où il n'y a pas de tirage derrière, il n'y a pas de backdoor facile à voir entre guillemets, quoi. Mais fais attention parce que si jamais il y a un cœur, c'est une main que tu vas pas miser 3 fois parce que tu veux que lui-même ait un truc genre mais ça va te permettre de barrer les cœurs, tu vois, ou un truc comme ça. À la turn, j'aime bien un 10 de cœur, des choses comme ça, mais sinon. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont t'avantager. Mais là, honnêtement, je pense que les meilleures mains à bluffer, ça va être des trucs genre As-5 de carreau et As-5 de cœur, par exemple, trucs qui vont barrer des trucs comme ça. Mais bon, bref. Valet 10 de carreau, peut-être, c'est pas mal. Ouais, mais parce qu'après, tu vas bloquer valet de 10, c'est ça le problème. Donc, on bloque les calls, mais effectivement, on lui laisse des dames. En fait, on va target une range qui se réduit. Mais bon, ça, c'est vraiment plus poussé. C'est pas ce qu'on cherche à montrer. Non, c'est juste là, voilà. On sait que ça va être complexe, on sait que ça va bien toucher la range adverse. On a vraiment une main qui est très forte pré-flop, mais qui s'est complètement dégradée après le flop. C'est un peu ce qu'on a montré. Ouais, c'est ça. Tranquille. Donc maintenant, on va arriver sur la dernière main et sur le dernier point. Donc toujours dans le fait de ne pas tomber amoureux de sa main. Et dans une main qui est très intéressante parce qu'il y a la notion d'ICM, on ne vous en a pas parlé. Mais plus on avance dans un tournoi, plus la valeur de notre stack est importante et qu'il y a des notions de si on est en table finale, on n'est plus que 3 ou 4, ben on ne va pas vouloir sauter. Il y a des gros stacks, des petits stacks. Et donc voilà, là c'est une main qu'a joué Pierre sur, c'était quoi celui-ci? 250 € KO. Donc on est en table finale. Vas-y, explique-nous un peu le concept et tout ce qui se passe. Ouais, Ça va être notre dernière main du jour. 4-ended, je suis second en stack et j'open sur le chip leader qui est un malade complet. Ah, c'est un malade complet. Ouais, c'est un fou, ouais. Et vous voyez les stack size, c'est très important. Ouais, et j'ai le deuxième stack, donc 57 blindes, et il y a 2 stacks qui sont short, donc 16 blindes et 20 blindes. Et ça va m'obliger à jouer de manière très précautionneuse. Je vais devoir relancer très peu au bouton. Et d'ailleurs, je ne vais pas du tout relancer, par exemple, de sous-titre connector. Je ne vais pas relancer des mains comme 4-5 de cœur, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas faire ça? Parce que comme il y a 2 joueurs à 15 blindes et 20 blindes, nous qui avons 57 blindes, on a envie d'être tranquille dans notre fauteuil, attendre que les deux ils sautent, ce qui nous fait gagner En fait, sans jouer, on gagne de l'argent ici. Exactement. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est qu'on peut gagner de l'argent sans jouer, donc on va gagner à folder. Donc on va vouloir folder plus de mains et moins relancer des mains moyennes pour se retrouver dans des coups compliqués. Et donc là, Pierre relance une main un peu pourrie, paire de 1. Et, bon, après, et là, contrairement à la... Non, voilà, paire d'as, évidemment. Là, il est très content d'avoir ce coup-là parce qu'il va pouvoir subir un peu d'agression. Il est content. Donc Pierre relance. Et Dame 4 qui défend, c'est bien joué. Il doit défendre presque any tout parce qu'il va pouvoir me mettre une pression d'enfer après le flop. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'il dit qu'on va défendre certaines mains parce qu'on a le stack dominant et qu'on va pouvoir agresser. Parce que la seule personne à qui il peut mettre la pression, le chip leader peut mettre la pression, c'est à Pierre. Parce que Pierre a un gros stack quand même. Il ne mettrait pas la pression à un mec qui a 15 blindes parce que lui, il risque rien, il paye et s'il double, tant mieux. Et s'il saute, bah, il aurait dû finir 4ème. Donc c'est vraiment ça la notion qui est importante parce que Dame 4, sinon, quand on n'est plus que 4, c'est pas une défense. On n'a pas envie de défendre ces mains-là, se retrouver dans des coups compliqués. Mais lui, il a un énorme stack. Si les stacks sont inversés, clairement, il va folder, quoi. C'est ça, voilà. C'est toujours la position de dominant-dominé, comme on a expliqué. Donc l'importance des tapis, l'importance de la position. Et là, on est donc avec Pierre. Ouais, donc assez bête, assez classique. Hein. Et on a un move qui est très avancé, qui est très très bien joué. C'est qu'il va check raise Dame 4 de cœur, c'est génial. Une overcard sur le valet et après des backdoors pour faire flush ou pour faire quinte. Et là, on voulait en venir, c'est que j'ai
une turn qui est absolument terrible pour moi. J'ai paire d'as sans cœur et je peux Une plus des améliorer. pires turns pour lui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on estime qu'il va relancer au flop? C'est ça, Pierre, qui est intéressant. Je Ouais, pense. c'est Dans qu'il les va ranges. il va avoir beaucoup 4 et 7. Il va avoir... Et en fait, c'est que, surtout sur cette turn, je sais que j'ai la meilleure main un certain pourcentage du temps, mais que comme j'ai beaucoup d'ICM sur moi, ce poids sur les épaules, et que les fois où j'ai perdu, c'est catastrophique, c'est-à-dire que je perds tellement d'argent, bah, je vais devoir être ultra prudent. Et du coup, en fait, je sais qu'il va me le faire énormément, mais je sais que je peux plus améliorer. Je sais que je suis dead cost value. Sur ce qu'il peut avoir au flop, c'est intéressant ce qu'il peut relancer au flop. Il Ah peut bah, relancer des tirages couleurs aussi. Ouais, exactement. Donc il peut avoir la couleur directement. Il peut avoir des valets parfois, il peut avoir des tirages quintes bizarres, il peut avoir des deux paires. Donc Pierre se retrouve dans une situation qui est très inconfortable. Et même quand il n'a pas directement de tirage couleur au flop, il faut savoir que les mains qu'il choisit ont énormément d'équité. Comme il disait, là, c'est vraiment le bluff parfait. Je pense qu'il y a les double backdoor, genre de choses. Et en fait, on a la pire turn parce que ça fait rentrer énormément de ses bluffs. Et même quand c'est pas rentré, et en fait, il continue à avoir énormément d'équité. Et en fait, quand on call à la turn, après à la river, on se retrouve à. Il y a plein de rivers qui sont complètement catastrophiques en plus. Honnêtement, on a pris cette main, on n'a pas débattu de cette main et je pense qu'on a des avis un peu différents parce que moi j'ai des avis différents sur cette main. On va pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est intéressant de voir qu'on peut jouer le coup de manière différente tous. J'aurais pu check back le flop en vrai. Exactement, moi j'aurais check back ici, mais pour d'autres raisons. On va pas chercher à aller là. En fait, ce qu'on veut expliquer, le thème du jour, c'est ne pas tomber amoureux de sa main. Donc on arrive ici et qu'est-ce qui se passe au turn? Il envoie une sacoche. Logiquement, il continue son bluff, Voilà. c'est ce qu'il est censé faire. Donc il mise 13 blindes et demi ici. Là, vous voyez la main de la personne. Mais quand on est en face avec nos deux as noirs et qu'il y a valet 5, 3 avec 3 cœurs et une possibilité de quinte, une possibilité de brelan, une possibilité de deux paires, on est là avec nos deux as, qu'est-ce qu'on a envie de faire? J'aimerais vous demander à vous dans l'audience, est-ce que vous payerez ici? Levez la main ceux qui payent. Waouh, il n'y a que 4-5 joueurs qui payent ici. Vraiment, non, n'ayez pas honte, c'est pas de mal. Moi j'aurais payé ici par exemple. Donc c'est vraiment débattable. Donc vous êtes que 5 ou 6 à payer. 7, allez, 7. Ok. Donc c'est très Bart aussi paye a priori. C'est très intéressant de voir et de se rendre compte que si on voit pas sa main, on peut se dire ça se trouve il a la couleur de paire et ça, on peut déjà avoir perdu. Donc Pierre, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? En vrai c'est chiant, mais c'est assez easy fold sans pouvoir améliorer, je pense. Voilà. On a vraiment des mains qui sont meilleures. Ne serait-ce que je pense que As Valet avec l'As de cœur, c'est bien meilleur que cette main-là, de manière évidente. Parce qu'on a une amélioration possible. Déjà. Et parce qu'on bloque ces deux paires, etc. Exactement. Donc finalement, je suis pas si haut que ça enfin si, je suis très haut, mais bon. Très haut, mais... C'est aussi un concept qui est très intéressant pour ne pas tomber amoureux de sa main. C'est que quand vous êtes loin dans un tournoi, il y a ce qu'on appelle le risk premium, c'est-à-dire que vous avez besoin de plus de chances de gagner le coup pour continuer. Et là, en fait, j'ai estimé que du coup, c'était pas le cas et j'ai simplement fait un fold. Et voilà. Et là, on a un paramètre qui est très important dont il n'a pas parlé, je voudrais revenir dessus. Il en a parlé un petit peu, il a dit ce joueur-là, c'est un malade agressif. Enfin, il jouait beaucoup de coups, il était très agressif. Donc même si on peut se dire qu'on a la meilleure main là, ce qu'il faut anticiper, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur la river. Parce que si on paye 13 blindes et demi, le pot fait 18 blindes, plus 13 et demi. Si Pierre paye 13 et demi, il y aura 26 plus 18, c'est-à-dire 44 blindes au milieu. Et Pierre, il lui restera 35 blindes. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur une dame de pique, par exemple? Donc en fait, c'est comme si on prenait notre décision à la turn en se disant bah, s'il n'y a rien qui vient, je vais payer. Est-ce que le monsieur va vraiment continuer à bluffer? Pierre estime qu'il est fou, donc en fait, il pourrait décider de payer, de fermer les yeux et se dire voilà. Mais il a pris la solution précautionneuse en se disant bah voilà, même s'il me bluffe, bravo à lui. Il a certainement beaucoup d'équité, mais on accepte de ne pas tomber amoureux de sa main. Exactement. C'est voilà. vraiment ça. Ouais. C'est vraiment clairement. Ça, ouais. Là, voilà, on a deux as. Oh, putain, j'avais deux as, on n'était plus que 4. Si je gagne ce coup, je suis chip leader. Vous voyez, toutes ces choses-là qui vont dans la tête, on peut dériver sur une partie mentale. Mais ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui. Mais en gros, le poker est aussi très mental. Là, on a parlé de tout ce qu'on voulait voir sur les erreurs de débutants. Et je pense qu'on a fait vraiment un bon panel de ce qui est là. Et on va essayer de prendre 5 minutes pour 2-3 petites questions si vous voulez. Et après, on va terminer cette masterclass. On a madame. Oui, alors vous avez posé 2 questions. Qui paye et qui fold? Il y a une troisième, c'est faire tapis. Complètement d'accord, bien sûr. Non, j'ai juste demandé qui est-ce qui payait. J'ai pas demandé... Est-ce que dans ce cas-là, vu que c'est un joueur qui est apparemment un peu fou, est-ce que du coup, vous récupérez pas le lead? On peut, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quand on fait tapis, qu'est-ce qui se passe, madame? Et en fait, la problématique, elle est là. Si je fais tapis, il va toujours me payer avec des mains meilleures que la mienne. Il va me payer quand il aura brelan, il va me payer quand il aura couleur, et j'aurai aucune possibilité de gagner. Du coup, en fait, c'est un peu une sorte de « j'espère qu'il a un bluff et qu'il va passer ». Donc en fait, quand on espère qu'il a un bluff, on préfère le laisser bluffer qu'investir tout notre argent en se disant « je lui mets tout et je perds ». C'est comme si on prenait une décision turn, ça dépend. Si à la river arrive le 7 de cœur,
Là, il y a 4 cœurs et tous ces bluffs vont rentrer et il va avoir une main qui sera maintenant améliorée. C'est-à-dire toutes les mains qui nous bluffaient à la turn vont arriver river et être des mains qui vont valoriser. Et on va devoir abandonner notre main. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Typiquement, si vous jouez contre un joueur qui est d'habitude très passif, très friendly, etc. Voilà, et qui c'est d'un très coup- facile. Et qui d'un coup se met à check raise valet 5-6 et rebarrel sur le 3. Bah, on passe, on réfléchit même pas. Hein. Ouais, c'est un easy fall quoi. Donc, Là, c'est toutes les considérations qui font qu'on réfléchit un petit peu plus. On va avoir une autre question ici. Oui. Au niveau du flop, vu qu'il y a 2 cœurs, pas envie de bet plus fort que... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est en gros, de toute façon, on va pas essayer de faire passer un tirage couleur, quoi qu'il arrive. Donc on va plutôt essayer de mettre en difficulté une main comme, je sais pas, 7 et 9 de trèfle, As 2 de carreau, des choses comme ça. Et donc en fait, si on mise cher, on va le faire jouer parfaitement, il va continuer avec tirage couleur, il va continuer à valer, il va folder ses R, alors que si on mise petit, on va mettre plus de mains en difficulté. Une main comme par exemple As 9, sans cœur, sans carreau, va être en difficulté face à un C'est tiers, ça. mais pas face à pote. Moi, je me mets dans votre tête parce que j'ai votre pensée à l'instant qui me vient à l'esprit. C'est protection, en fin de Voilà, compte. c'est de la protection. Mais encore, on revient à ce qu'on disait juste avant. Si on commence à miser plus cher ces mains-là, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas être lisible. Si on mise cher, on représente ce qu'on a, et dans ces cas-là, on ne lui fait pas faire d'erreur. Et dans ces cas-là, il ne va pas nous bluffer quand il devrait nous bluffer, il ne va pas payer des mains qu'il devrait payer, on va prendre de la valorisation. Et quand on a nos bluffs, bah, on n'a pas envie de miser cher parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce truc-là d'équilibre qui fait que quand on avance dans le jeu, on ne veut pas être lisible. C'est ça le principal au poker. Pas donner d'informations à l'autre, pas donner des clés, pas donner le bâton pour se faire battre. On aura une petite dernière question pour la masterclass et après on va devoir terminer. Appliquez-vous monsieur, c'est la dernière. Ok. J'ai peur. Sur son raise flop, moi j'aurais mis tapis. Directement, ok. Bah en fait... Limite, c'est pourquoi, limite, en fait, pourquoi pas. voilà, c'est discutable, mais il faut voir que c'est encore comme on 53 expliquait, blindes, quand même. on a beaucoup de jetons à ce moment-là. Si là, il a paire de 5... Mais en bébé, peut-être, tu vois, ça représenterait une tonne de jetons, je pense. En bas à droite. Ouais, C'est- mais bon. C'est pas par rapport à l'ICM, c'est si on veut gagner un tournoi, à un moment donné, faut être plus agressif que. En fait, je suis d'accord, mais l'ICM est important dans le sens où on est 4 joueurs à table et sans jouer, on va finir dans les 2 premiers normalement. Donc on a quand même envie d'avoir... Ça dépend, bien évidemment. En fait, justement, des fois on attend à cause de l'ICM, et c'est là qu'il y en a un qui double et on Clairement. finit au final. En fait, ça, c'est des stratégies à apprendre et à comprendre. L'ICM, c'est pas si simple et si basique que ça. C'est pas juste, on a plus de jetons, donc on joue plus. On définit tout ça et on va justement miser moins cher parce qu'on est en table finale. Il y a plein de choses qui se font qu'on va pas pouvoir établir maintenant. Mais en fait, ton principe de quand on fait tapis, là, on lui fait pas faire l'erreur, c'est qu'il va plus nous bluffer et il va nous payer quand il a brelan de 5, brelan de 6. Parfois, effectivement, on va lui faire passer tirage couleur, peut-être, parce qu'il va se dire c'est trop cher. En fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on va lui priver de son équité dans une certaine partie des mains, mais aussi quand on est payé, on est quasiment mort. Et on n'a pas envie d'être dans cette situation où on paye et on est mort, quoi. Parce que là, on va sauter et on n'a pas en fait de possibilité de gagner quand on est payé. C'est très rare en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, surtout, en plus, c'est un joueur qui va avoir valet 5 et valet 6 dépareillés. Tu vois, s'il a dame 4, il a valet 5, valet 6, il a 2 paires, il a 5 et 6. Il a trop de mains qui nous tuent en fait. Et en fait, c'est plus remettre ça sur la chance ou sur l'hypothèse qu'il bluffe, mais quand il bluffe, il va passer. Du coup, on aura gagné 5 blindes. Et en s'il fait. a 7 et 8 de cœur, c'est catastrophique de jouer pour les tapis en Voilà, c'est ça. 50-50 avec 2 joueurs short. Honnêtement, si tu as 30 blindes, pourquoi pas? Bien évidemment. Ouais, si Mais t'as là, 30 on blindes, n'en est pas là, tu ouais, vois. Là, exactement. on est vraiment, on a 55 blindes et on est dans un. Ouais, mais de toute coup- façon, ça n'existe pas. Relance 900 000, tapis 7 millions 6. Ça n'existe pas, mais en fait, ça n'existe pas en théorie, mais au poker, tout est faisable parce que c'est toi qui cliques sur ta souris et qui fais ce que tu veux, tu vois. Et on te blâmera pas pour ça. Ce qu'on essaie de vous faire, de vous dire, c'est de vous expliquer ce qui est le mieux à faire à l'instant T et pourquoi est-ce qu'on ferait ça. Donc maintenant, c'est libre à vous d'adapter ça à votre manière, mais surtout, reprenez en compte tout ce qu'on a dit petit à petit. Cette masterclass va être sur YouTube et vous pourrez forcément tout voir et surtout bien à aller chercher les ranges, essayer de les apprendre, de les imprimer, de les avoir. Re-regardez cette masterclass et je pense que c'est quand même assez intéressant et vous allez quand même bien avancer comme ça. Je pense qu'on est bien. Ouais, merci à tous. J'espère d'être que venus, vous avez évidemment. passé un bon moment. Merci à tous d'être là. Merci en tout Julien, cas. merci Alexandre. beaucoup. Merci Merci Bart. Alexandre, merci à tous. Pierre. C'était un grand plaisir. Merci les Et en gars. espérant vous revoir sur les prochaines étapes.